Bonsoir. Alors, nous sommes très heureux, bien sûr, de vous accueillir pour cette deuxième rencontre des manifestations amiénoises de cyclophilo. Eh bien, vous pouvez avoir le programme, vous aurez encore les autres rencontres qui sont prévues. Je précise aussi que cette rencontre est également patronnée, si je puis dire, par l'Université populaire d'Amiens. Il y a là un jumelage. Alors je commencerai bien entendu par remercier chaleureusement la bibliothèque municipale d'Amiens de nous recevoir dans cette salle qui est il faut dire, très agréable. Bon, alors, ce soir, nous avons le plaisir, l'honneur aussi, mon cher Jean-Luc, de recevoir Jean-Luc Guichet. Alors, Jean-Luc Guichet, bon, il est docteur en philosophie, je lis là ce qui est écrit sur le programme, hein, professeur des universités, et tu enseignes actuellement à l'UPJV, au département d'ailleurs de lettres, tu as eu tout un parcours, bien, qui peut s'expliquer d'ailleurs par les œuvres que tu as effectivement publiées, notamment tu t'es intéressé beaucoup au XVIIIe siècle, Rousseau, Condillac, etc. Alors, tu as également publié, bien entendu, plusieurs livres. Je vais me contenter de citer 3 livres, même 4, j'ajouterai quand même un 4e. Hein. Tu as écrit Figure du moi et environnement naturel au XVIIIe siècle, Problématique animale, théorie de la connaissance, anthropologie, éthique et droit. Je l'ai d'ailleurs ici, j'en ai un exemplaire ici. Rousseau, j'ai parlé tout à l'heure du XVIIIe siècle et de Rousseau. Rousseau, l'animal et l'homme, l'animalité dans l'horizon anthropologique des Lumières. Et j'ajoute cet ouvrage, puisqu'il me semble en rapport avec ce qui va être dit ce soir, Douleur animale, douleur humaine, données scientifiques, perspectives anthropologiques et questions éthiques. Alors il s'agit, à vrai dire, d'un ouvrage collectif que tu diriges. Voilà. Alors malheureusement, ces livres ne sont pas disponibles ici, mais les librairies d'Amiens nous ont dit qu'ils seraient dans le rayon et que vous pouvez donc aller chez elles pour acquérir ces livres si vous le souhaitez, comme ça continuer effectivement la conversation que nous aurons après avec Jean-Luc. Oui, le principe bien sûr de cette conférence, je le répète, c'est qu'après une intervention du conférencier, nous souhaitons qu'il y ait bien sûr un débat classable, d'autant plus que ce soir, nous aurons des questions qui, je crois, sont très sensibles. Alors, effectivement, le thème de cette soirée, c'est éthique animale, éthique humaine, la question du spécisme et des cas marginaux. Alors ça a pu paraître à certains un peu mystérieux, notamment cas marginaux, bien, mais vous allez voir, tout ça va être abordé et éclairci. Alors effectivement, pour présenter rapidement, nous assistons, vous le savez tous, depuis quelques années, à une sensibilisation de plus en plus accrue bien à l'égard de la souffrance animale et je dirais plutôt de la souffrance infligée par les hommes aux animaux. Car après tout, n'est-ce pas, que le lion dévore effectivement la gazelle, ça fait partie pour nous de l'ordre naturel, bien, et on s'en inquiète peu. En revanche, la douleur que les hommes font sentir inflige aux animaux nous inquiète de plus en plus. Nous avons tous, bien sûr, en mémoire quelques images difficilement supportables des abattoirs, de même des poulets qui sont élevés en batterie, également des porcs qui sont engraissés dans des espaces exigus, etc. Et nous sommes devenus très sensibles à cela. Il y a effectivement une empathie vis-à-vis des animaux, qui se traduit aussi par certains comportements que vous connaissez maintenant, hein. Bien notamment on devient végétarien, ou faire vegan, bien c'est un peu pousser un peu les choses un peu plus loin, bien. Alors bien entendu, cette sensibilité nouvelle, je dis nouvelle, on va dire, je t'ai lu, je sais qu'il y a eu de longs débats dès l'Antiquité, etc., mais elle a des aspects effectivement qui sont quand même tout à fait récents, nouveaux, hein. Bien sûr peut être rattaché assez facilement, contextualisé, rattaché assez facilement à ce qu'on appelle la production industrielle animale, bien l'élevage de plus en plus industriel, hein, qui fait partie d'un contexte où effectivement il faut produire de plus en plus et de plus en plus vite, bien, et bien entendu cette production animale qui est industrialisée a un double effet, à mon avis, en tout
tout cas WFE pourra discuter, c'est que d'une part, eh bien, elle éloigne les animaux de nous. Nous ne vivons plus, comme il y a encore récemment, dans la proximité des animaux. Bien, il y avait des chevaux en ville, et puis vous savez, de toute façon, la France était bien sûr rurale, bien, et donc on voyait les animaux, on les voit de moins en moins, bien, vivants en tout cas, hein, on ne les voit plus vivants, bien. Mais deuxièmement, en revanche, et c'est un peu l'inverse, c'est que la prise de conscience de leur souffrance et surtout de leur choséification, c'est-à-dire le fait qu'on les prive de la vie que nous partageons avec eux, parce que c'est cela effectivement, eh bien, fait en sorte que nous les introduisons dans le cercle de la sensibilité qui était autrefois réservé uniquement aux hommes. C'est-à-dire apparaît ce qu'on appelle, c'est le terme, hein, l'éthique animale, qui est un terme éthique animale, nous les introduisons dans ce cercle de la sensibilité qui était réservé, eh bien, aux hommes, enfin du moins ce qu'on a pensé très longtemps. Or, cette éthique animale, on devrait plutôt dire d'ailleurs une éthique des relations entre l'homme et les animaux, eh bien dans le fond ne va pas de soi. C'est-à-dire ce qui va être l'objet ici ne va pas de soi du tout. Eh bien, on a pu effectivement lui faire quelques reproches, la critiquer, bien. D'une part, on a pu reprocher à cette éthique qui est fondée sur une empathie vers les animaux, envers les animaux, d'être un anthropomorphisme. Dans le fond, nous projetons sur ces êtres des sentiments qui sont réservés naturellement aux hommes, vous voyez bien, et en faisant ça, nous en quelque sorte, nous oublions ce qui nous sépare ontologiquement d'eux. Vous voyez bien. C'est-à-dire qu'ici, il y a une illusion, un peu une sensibilité qui serait fantasmée vis-à-vis des animaux. Mais, deuxièmement, on peut aussi reprocher à cette empathie de refouler ou de minorer peut-être les sentiments que nous devrions porter vis-à-vis de certains hommes qui sont peut-être géographiquement éloignés de nous. Après tout, comme on reproche, on préfère les animaux aux hommes, on s'intéresse plus aux animaux qu'aux hommes, voire non seulement géographiquement, mais peut-être physiologiquement éloignés de nous. Hein, je pense aux handicapés, etc. Et bien sûr, on peut reprocher parfois à cette éthique animale, ou certains, en tout cas, pas tous, certains qui ont défendu cette éthique, eh bien, dans le fond, de préférer, vous voyez, même parfois de dire qu'il faudrait peut-être s'il faut choisir entre sacrifier un animal ou sacrifier un homme bien entendu qui n'aurait plus, qui ne serait pas intégré dans l'image que l'on fait de l'homme, peut-être faudrait-il choisir, eh bien, plutôt l'homme. Nous avons une critique qui a été faite, une critique qu'on appelle un anti-humanisme dans, effectivement, ces éthiques animales. C'est en tout cas, par exemple, la grande critique que fait Luc Ferry dans son livre, qui a été publié il y a déjà longtemps, qui s'appelle Le Nouvel Ordre écologique, où effectivement, c'est ce qu'il dénonce, à mon avis, de manière fallacieuse, je le dis tout de suite, hein, mais après tout, c'est l'objet d'un débat. Donc, l'éthique animale, vous voyez bien, ça ne va pas de soi, tout de suite, on voit, et si on veut la justifier, il faut bien sûr trouver un fondement. Peut-on, effectivement, eh bien, fonder cette éthique animale, quels sont les problèmes qu'elle pose, etc. Eh bien, Jean-Luc, j'espère avoir posé à peu près la question. Bon, tu pourras expliquer un peu ce que c'est pour certains, peut-être le spécisme, l'antispécisme, qui sont des notions qui sont maintenant assez connues, mais parfois pas très bien, eh bien, appréhendées. Il faut le micro, tu sais. Oui. Vous n'entendez pas bien. Il vaut mieux. Merci, Francis, tu as très bien mis en perspective. Effectivement, tu es parti d'un horizon très large et tu es arrivé à la fenêtre, effectivement, par laquelle je voudrais maintenant essayer de faire entrevoir donc, ce vaste paysage de la question animale, mais sous l'angle, effectivement, de cette petite fenêtre qui est celle donc, de la question des cas marginaux, un vaste débat.
Et petite fenêtre à travers laquelle on a un point de vue qui montre bien tous les enjeux fondamentaux de ce débat, cette question animale, et qui a l'intérêt aussi de forcer sur la question du choix entre l'humain et les animaux. Donc c'est tout à fait ça. Donc, je te remercie. Un tout petit mot peut-être complémentaire sur moi. Donc je suis un universitaire, effectivement, j'ai une double formation, philosophique et littéraire, et même un peu, enfin non, philosophique et littéraire, je suis aussi qualifié en histoire des sciences. Donc je suis quand même intéressé depuis toujours par les sciences. Et c'est un rapport avec l'animal, parce que quand j'étais petit, je voulais devenir professeur de sciences naturelles. Et j'étais dans les aquariums, dans les vivariums. J'attrapais tout ce qui bouge, malheureusement. Après, je me suis aperçu que peut-être éthiquement. Voilà, mais donc ma chambre était remplie de lézards, de tritons, etc., etc. Donc par rapport à certains confrères philosophes et littéraires, je sais distinguer un triton lobé et un triton crété. Et ça, c'est pas tout le monde. Bon. Voilà, donc les animaux, je les fréquente. Enfin, il y a une longue fréquentation. Et comme quelquefois on m'appelle Monsieur Animal, parce qu'on est beaucoup occupé, donc il y a une petite identification supplémentaire. Alors, voilà. Et j'ai été aussi infirmier en hôpital psychiatrique, mais c'était l'été seulement. Comme infirmier auxiliaire, c'était il y a longtemps, et il y avait cette possibilité-là. Et donc, j'ai fait plusieurs choses, mais ces étés-là, il faut gagner sa vie. Je pensais que c'était Nicolas Malélo, qui n'existait pas encore. Et donc, voilà. Donc, j'ai été infirmier auxiliaire en hôpital psychiatrique plusieurs étés de suite. Voilà. Donc, je vous dis ça parce que ça a un rapport, évidemment, avec ce dont je vais vous parler. Alors, merci donc à Francis Foro, donc, qui m'a invité, et aux organisateurs, bien sûr, et à la bibliothèque, évidemment, donc, et donc aux personnes qui m'ont très, très chaleureusement et gentiment accueilli tout à l'heure de la bibliothèque. Voilà. Donc, et bien sûr, merci à vous, par ce froid de canard animal, donc d'être venu ce soir. Alors, je précise que cette conférence est la reprise d'une autre conférence que j'ai faite il y a quelques années, mais c'est dans une version, donc pour ce soir, beaucoup plus longue, beaucoup modifiée et beaucoup enrichie. Donc, puisque c'était les 20 minutes, c'était un peu plus long. Voilà, 20 petites minutes, là ça va être quelque peu plus long. Voilà, alors d'abord, un constat, c'est que l'éthique, territoire traditionnellement humain, bien sûr, affaire de régulation des relations entre humains, est aujourd'hui revisité, littéralement, par les animaux. Alors certes, comme l'a dit Francis, les hommes se sont toujours plus ou moins souciés des animaux, et ce souci comportait indiscutablement une dimension éthique. Mais ce souci était à profil variable, et il se déclinait selon les espèces, selon les temps, selon les circonstances, et jamais sans vertige, disons, excessif. Plutarque, ainsi, petite balade dans l'Antiquité, Plutarque ainsi condamne ceux qui ne prennent pas soin de leurs animaux domestiques, en particulier les chevaux, quand ceux-ci, devenus trop vieux, sont devenus inutiles car ils ne peuvent plus travailler. C'est là, dit-il, la même ingratitude que celle consistant à renvoyer un vieux serviteur de la maison, qui, après avoir servi fidèlement la famille pendant toute sa vie et d'une certaine manière en être devenu un membre, en est finalement remercié par un congé définitif et sans scrupule, sous la seule considération, bien sûr, de l'intérêt égoïste. Cette attitude provoque spontanément l'indignation et le rejet, dit Plutarque. Il faut payer sa dette à l'égard de ceux qui vous ont servi, voire aimé. De la même manière, rappelle Plutarque, le vieux cheval est un vieux serviteur dont on doit prendre soin. Dans la même ligne encore, là aussi Francis l'a évoqué, les violences gratuites et surtout publiques envers les animaux ont toujours été condamnées. Les passants dans la rue, dans le tableau de Paris de Mercier, Sébastien Mercier, prennent fait et cause pour l'animal martyr. Ainsi, il y tombe la véritable admonestation qu'une femme du peuple adresse au brutal garçon boucher qui use du bâton sur un veau pour le faire avancer plus vite. Tue-le si tu veux, mais ne le frappe point, lui lance-t-elle. Tue-le si tu veux, mais ne le frappe point. Mais en même temps que l'on marque ce souci, que l'on souligne donc son ancienneté, sa dimension morale, on voit aussi qu'il est tout à fait sélectif et également très condescendant envers ceux que l'on nomme, c'est Michelet, c'est très connu, de façon si ambiguë, nos frères inférieurs, qui a été repris par Rabier dans une bande dessinée début du siècle, qui est qui est excellente.
Voilà, et donc ce souci, en effet, donc, est très sélectif, concerne les animaux domestiques, les animaux familiaux, les animaux humanisés par le contact de l'homme et avec lesquels celui-ci a tissé, par la proximité, par le temps, des liens d'attachement affectif teintés, on vient de le voir, d'une certaine gratitude, mais peut-être aussi de façon bien moins avouée d'un certain sentiment de culpabilité. Longtemps, ainsi, la considération morale ne s'intéressait à l'animal que comme une sorte d'extension vague de la considération humaine, par une sorte de gradation indéfinie, et pas véritablement pour l'animal lui-même. Mais il n'entrait pas en compte, bien sûr, l'animal sauvage, celui que l'on chasse pour consommer, et encore moins celui dangereux que l'on redoute et que l'on chasse, cette fois, pour une autre raison. Le bord de la prise en considération morale de l'animal était donc là, dans cette rupture entre l'animal encore dans l'ombre de l'humain et l'animal sécession, l'animal autre, radicalement autre, et en particulier l'animal dit nuisible, puisque c'était à travers cette catégorisation qu'on appréhendait le monde animal, utile ou nuisible. À l'égard de celui-ci, l'animal nuisible, au contraire, il s'agissait au moins de le contrôler, et le plus souvent de l'éradiquer, comme cela a été le cas historiquement du loup en France. Or, depuis quelques années, quelques dizaines d'années tout au plus, il n'en est plus de même. Dans le monde occidental, le paysage animal a changé. Désormais, l'inquiétude éthique de l'homme se mire dans le miroir animal. Pourquoi un tel changement? Et jusqu'où va-t-il? Il n'est plus en tout cas question que l'animal vienne simplement se loger dans la case prévue pour lui dans une éthique humaine préétablie. C'est l'autopositionnement éthique de l'humain, l'humain comme fondement de la morale, qui est interrogé. La question animale fait donc désormais levier pour remettre en question, voire déraciner le fondement moral anthropocentré, fondement traditionnel qui faisait à peu près, globalement, consensus. Dans le paysage contemporain de la question animale, c'est donc depuis quelques années érigé une réponse avec laquelle il faut maintenant compter. Une réponse très ferme, très déterminée, plus armée conceptuellement que naguère, et qui se réclame d'un fondement autonome et propre, non humain précisément, et qui s'est elle-même baptisée d'un terme donc désormais connu, l'antispécisme. Alors, qu'est-ce que c'est plus précisément que cet antispécisme ou anti-espécisme, s'il y a des oreilles rétives aux anglicismes? C'est par exemple Jean-Yves Goffy, un autre auteur dans le champ du débat, donc de ce débat sur la question animale, donc qui préfère anti-espécisme. Il est le seul, c'est pas grave, voilà, il y a bien pire. Donc voilà, donc qu'est-ce que c'est que cet anti-spécisme? Alors c'est cette idée que la morale véritable ne doit pas reposer sur des préférences liées à l'espèce, préférences aussi injustifiables au plan éthique, et estimées n'être que des extensions de notre égoïsme. Voilà, donc je répète, c'est cette idée que la morale véritable ne doit pas reposer sur des préférences liées à l'espèce, la nôtre en particulier, l'espèce humaine, préférences jugées injustifiables au plan éthique et estimées n'être que des extensions de notre égoïsme. Or, c'est bien ce qui s'est passé jusqu'à présent dans l'histoire, en privilégiant systématiquement l'humain, quel qu'il soit, dans les choix éthiques que nous avons constamment à faire, en particulier en rapport aux animaux. L'antispécisme est donc une attitude à la fois doctrinale et critique. En même temps qu'il met au jour un fondement éthique qu'il affirme être plus éthique, il entend dénoncer les éthiques jusque-là admises en divulguant leur non-dit, qui est à la fois leur point faible et leur point d'immoralité. C'est un peu embêtant pour une position morale, évidemment. C'est-à-dire que ce point à la fois faible et d'immoralité, c'est l'anthropocentrisme, plus ou moins toujours présent dans ces éthiques, quoiqu'en général implicite. En ce cas, non seulement l'antispécisme peut être une attitude morale, et bien davantage encore, inversement, une morale authentique et véritable doit être antispéciste. Voilà, donc il y a une remise en question de la morale tout entière. Alors donc, voilà, le paysage, le problème éthique ancestral du rapport à l'animal, c'est ainsi reformulé de façon totalement nouvelle et a pris un tour désormais radical et incisif avec la montée de ces éthiques animales antispécistes d'origine outre-Atlantique. Le vent, bien sûr, vient de là. Prenant appui sur les avancées en éthologie et en primatologie particulièrement, qui prêtent de plus en plus de capacité aux animaux, ces éthiques prolongent au plan moral cette nouvelle continuité constatée ou supposée entre animaux et humains et la poussent au plus loin, en allant jusqu'à faire de l'animal non pas seulement un objet moral, passif donc, ce qu'il a toujours plus ou moins été, toujours, voilà, considérer tout de même l'animal comme donc devant faire l'objet d'un certain souci, on l'a vu avec plus tard,
mais bien aussi un agent faisant des choix. On parle d'agentivité dans la rhétorique contemporaine. Un agent faisant des choix, usant de stratégies, capable d'altruisme, parfois, de compréhension d'autrui, etc. C'est la théorie de l'esprit, en fait, des histoires théoriques. Et dans cette mouvance, de l'antispécisme a émergé un argument phare et récurrent qui frappe par sa radicalité, l'argument dit des cas marginaux, argument soutenu par un grand nombre d'auteurs anglo-saxons. Alors il s'agit en effet d'un argument transversal, puisque par exemple les deux philosophes antispécistes les plus connus, Peter Singer et Tom Regan, R-E-G-A-N, c'est pas R-E-A, c'est pas comme l'ancien président, R-E-G-A-N, Peter Singer et Tom Regan l'utilisent tous les deux sur des bases philosophiques tout à fait différentes. Utilitariste, pour le premier, donc c'est un courant philosophique qui remonte au XVIIIe siècle d'ailleurs, qui s'est développé en Angleterre, mais donc avec une grande inspiration française, Helvétius et Spinoza, mais qui a été développé donc après au XVIIIe siècle et qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. C'est un courant fondamental de la philosophie anglo-saxonne. Donc, utilitariste pour Peter Singer, c'est-à-dire privilégiant le calcul des intérêts, des utilités, c'est le terme employé, pour les individus en présence, humains ou animaux, donc perspective très relativiste, donc, qui est toujours dans le calcul, dans la relativité, voilà, de supposer quel est l'intérêt global le plus important pour tous les acteurs, voilà, et éventuellement avec la perspective d'en sacrifier un pour le profit de tous les autres. La perspective du sacrifice est admise si c'est pour un plus grand bien collectif. Donc voilà, ça c'est pour Peter Singer. Et déontologiste pour le second, Tom Regan, alors du grec déon, devoir, c'est-à-dire qu'il se fonde sur l'idée de droit. Étendu en l'espèce, c'est ce qu'elle veut dire, à certains animaux, perspective cette fois beaucoup plus rigide et non négociable. Il y a des animaux qui ont des droits. La notion de droit n'est pas la même que celle d'intérêt ou d'utilité, qui elle, est beaucoup plus négociable. Alors, s'il y a des droits, si c'est une personne étant utilisée justement pour certains animaux, alors c'est non négociable. Alors, voilà, il n'y a rien donc à ajouter, il n'y a plus qu'à appliquer. Alors cet argument des cas marginaux, on va bien sûr définir, a pour avantage de procéder de façon inverse et complémentaire de l'argumentation précédente, qui se fonde sur l'éthologie et la primatologie. C'est-à-dire, donc, non plus en réhabilitant les capacités animales, mais en procédant par le biais de cas humains particuliers, où ces mêmes capacités se trouvent limitées à l'extrême, les cas dits marginaux, c'est-à-dire en marge de l'humanité standard, disons, ça ne veut plus dire normal, de l'humanité standard, comme par exemple les bébés, les handicapés, je ne fais pas la liaison, remarquez, il ne faut pas la faire, les handicapés mentaux, ou encore les vieillards séniles. Cas marginaux, parce qu'ils s'éloignent évidemment de la moyenne, donc dans le modèle normatif, donc de l'humanité. Donc ces éthiques animales, donc avec les cas dits marginaux, ne procèdent plus par une sorte de plus animal, ils ont plus de capacités qu'on le pensait, mais par une sorte de moins humain. Alors on va préciser évidemment donc, cet argument du Carnegie. Alors imaginons, les expériences de pensée qui sont typiques de la tradition philosophique anglo-saxonne, imaginons une situation où dramatiquement nous sommes sommés de choisir entre la vie d'un être humain n'ayant pas actualisé les capacités jugées proprement humaines, les capacités de conscience, de raison, etc., et qui est qualifiée donc pour cette raison de cas marginal, d'une part, et d'autre part, celle d'un animal aux performances supérieures à celles de cet humain. L'exemple classique, donc, dans ces expériences de pensée, dans l'expérience mentale, est celui d'un canot de sauvetage pris dans une tempête et rempli à ras-bord, d'une part par des humains de diverses sortes, adultes, bébés et handicapés mentaux, ou vieillards séniles, et d'autre part un chien, ou mieux ou pire, un chimpanzé. La situation est urgente et appelle la décision. Le canot dans la tempête est sur le point de chavirer si on ne déleste pas de son surpoids. C'est là où tout le monde se pèse. Quel surpoids je représente. Sans pouvoir se dérober, donc, nous sommes dans une situation de choix qui semble à la fois nécessaire et impossible. Une version animaliste du fameux choix de Sophie, vous savez, donc, qui a été mis porté au cinéma, un roman, donc, qui n'était pas porté au cinéma, avec Meryl Streep et tout ça. Voilà, donc, version animaliste donc, du fameux choix de Sophie,
qui nous enjoindraient cette fois de choisir entre, d'une part, la vie d'un être humain n'ayant pas actualisé les capacités proprement humaines, cas marginal, donc, et d'autre part, celle d'un animal aux performances indiscutablement supérieures à cet humain. Si l'on décide, postulat de départ qui certes peut être discuté, comme toujours un problème peut mieux être résolu en allant en amont, en aval, non, en amont, plutôt qu'en aval, pour vérifier les postulats de départ. Donc si l'on décide, postulat de départ qui certes peut être discuté, qu'un sacrifice est nécessaire, qu'il vaut mieux éthiquement la mort d'un seul que la mort de tout un groupe, alors, évidemment, la question se pose, qui va-t-on passer par-dessus bord? Alors les antispécistes, vous l'avez deviné, disent, voilà, on a le choix, le bébé, le vieillard sénile, l'handicapé mental. Le handicapé mental. Alors bien sûr, il s'agit d'une expérience de pensée, donc on peut dire que c'est pour rire, enfin, en gros, donc, non, parce que l'enjeu, théorique, hein, c'est une confrontation entre théorie et éthique. Bon. Et puis de surcroît, elle met en présence des individus qui sont considérés seulement individuellement, sans prise en compte de leurs liens éventuels, ce qui est assez typique des raisonnements utilitaristes qui reposent sur des postulats fondamentalement individualistes. Le théoricien animaliste, donc, en quelque sorte, se donne ici beau jeu, en faisant reposer le choix proposé sur un certain choix initial sous-jacent des individus en présence qui sont sans lien mutuel apparent. Et on verra, c'est très important, c'est important. Donc sous ce rapport, finalement, malgré l'apparence, la situation du canot de sauvetage n'est pas encore assez tragique et urgente. Donc on va la renforcer, on va encore charger davantage la marque, cette canotie. Alors, en reprenant une histoire, donc, voilà, on va imaginer. Donc, on remplace, si vous le voulez bien, donc, risque de naufrage par un incendie. C'est un peu plus urgent. Et imaginons, en reprenant une histoire connue, hein, que vous deviez sauver de cet incendie, non pas un seul livre, vous savez, c'est la fameuse question, un incendie dans la bibliothèque. Quel livre? Vous avez le temps de prendre un seul livre, lequel vous avez? Là, donc, c'est pas un livre, mais c'est un seul être que vous pouvez embarquer avec vous. Et que vous ayez à choisir cette fois entre votre chat et votre bébé. C'est-à-dire entre des êtres qu'on ne peut pas se considérer seulement à part, et pour eux-mêmes, et pour leurs capacités propres, indépendamment des relations qui les lient à d'autres, à savoir avec vous. Alors si vraiment il faut bannir toute considération autre que celle des capacités individuelles, vous avez compris, le choix est clair. Vous devez sauver le chat. Et c'est le bébé, votre bébé. Puisqu'il a moins de capacités, c'est évident, cognitive, un chat. Et, selon la logique animaliste, si vous protestez devant la perspective de ce choix du chat, de votre chat, et non de votre bébé, c'est donc que vous raisonnez encore sur la base des liens qui nous unissent aux autres, et pas seulement sur leur capacité propre, donc de façon supposée non objective, étant à la fois jugé parti, c'est votre chat, c'est votre bébé. Et si en plus vous protestez alors que vous êtes animaliste, alors c'est bien que vous serez en contradiction. Car pourquoi ne pas englober l'appartenance familiale à l'appartenance d'espèce? On peut englober, bien entendu. Selon la logique antispéciste et animaliste, toujours, on peut ainsi vérifier devant de telles protestations qu'il ne faut pas raisonner sur la base de penchants affectifs en éthique ou d'intuitions qui sont liées à de tels penchants, mais sur la base de considérations purement rationnelles et réfléchies, même si on a du mal à les appliquer personnellement, retenues par les résistances qui au fond seraient irrationnelles. Et si vous répliquez que sacrifier son bébé est inhumain, on pourrait vous répondre que le contraire, sacrifier le chat serait, j'invente le mot, inanimal. Hein, pourquoi pas? Alors, ce dilemme imaginaire du chat et du bébé, en fait, donc c'est là aussi une expérience mentale, mais elle nous rapproche justement d'un exemple analogue et qui est cette fois tout à fait réel et auquel je voulais venir, bien sûr. Ce qui montre bien donc, que ces questions ne sont pas toujours de l'ordre d'un cas d'école débattu entre intellectuels qui n'auraient rien d'autre à faire. C'est bien qu'ils s'ennuient, qu'ils ne savent pas quoi faire les intellectuels. Mais bien parfois donc d'une expérience réelle. Alors c'est l'affaire du bébé Fae, je ne sais pas ce que je prononce bien, F-A-E, en 1984 aux États-Unis. Affaire qui a suscité une très vive polémique. Ce bébé était affecté d'une malformation cardiaque, le condamnant à mourir à très brève échéance. Un chirurgien proposa alors aux parents de sacrifier un babouin pour tenter d'en transplanter le cœur sur le bébé, lequel, comme on pouvait s'y attendre avec une semblable xénogreffe, en mourut. Un philosophe états-unien, donc du droit, un Tom Reagan, donc, on a déjà évoqué, intervint alors, et c'est là où il va devenir très connu, intervint alors en écrivant un article où il contestait le droit de sacrifier un animal très évolué au profit d'un bébé, même humain, aux capacités cognitives naturellement inférieures.
article qui suscita, vous vous en doutez, des réactions outrées, dont celle en première ligne de la famille, la mère déclarant que des gens comme Reagan, je la cite, ne savent pas de quoi ils parlent. Par l'événement, donc, le problème était alors à la fois dramatiquement et clairement posé. Dans ce genre de situation, quelle décision, éthiquement et pas seulement affectivement, doit-on prendre? Sur quel fondement? Contrairement aux yeux de la plupart, intuitivement, il apparaîtra moral de sacrifier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la vie de l'animal, quel qu'il soit. Et le sentiment fortement éprouvé sera que cette décision, même vécue comme très pénible, hein, s'il s'agit de son chat, est juste, qu'elle est indiscutablement éthiquement la meilleure. Or, c'est précisément la valeur morale de cette intuition que dénonce l'antispécisme en prétendant qu'elle peut se ramener à un préjugé fondé sur un simple égoïsme d'espèce. Ce raisonnement antispéciste peut se présenter sous la forme d'un syllogisme, ce qui lui donne la plus grande force contre l'intuition jugée trompeuse. La majeure, c'est que nous justifions le principe général de la préférence de l'homme sur l'animal, disons de l'humanisme, au sens général du mot qu'on peut à nouveau un peu utiliser, hein. Il avait été passé ce boisseau pendant un certain temps, donc la critique structuraliste éreintée à quelque chose de bien, hein. Alors que le pauvre Sartre voulait absolument montrer que l'existentialisme était un humanisme, après on se moquait de lui en disant que le malheureux il avait voulu montrer que l'existentialisme est un humanisme. Bon, et qu'il y était arrivé malheureusement pour lui. Bon, donc voilà, maintenant qu'on peut réutiliser un peu ce mot. Donc voilà, nous justifions, ça c'est la majeure, hein, du syllogisme, nous justifions le principe général de la préférence de l'homme sur l'animal, de l'humanisme donc, hein, au sens général du mot, comme priorité que l'humain donne à l'humain, par l'idée que le premier possède des qualités dont est privé le second, ou en tout cas qu'il ne manifeste qu'à un bien moindre degré. Rationalité, conscience, autonomie de la volonté, prévision des conséquences de nos actions, etc. Or, ça c'est la binaire, nous ne pouvons précisément pas faire valoir ces raisons pour les cas humains qui nous occupent, puisque le bébé, le handicapé mental profond, le vieillard sénile, sont dénués de toutes ces facultés, ou en tout cas considérablement diminués. La conclusion, donc, du syllogisme, intentionnellement provocatrice, tout à fait logique sur ces bases, est qu'il y a en conséquence, en cas de choix nécessaire, plus défendable au plan éthique de sacrifier l'humain diminué que l'animal évolué. La force de l'évidence, donc, ici, est qu'elle est négative. Quel que soit le niveau d'approximation par lequel certaines espèces animales se rapprochent des capacités humaines standards, on ne peut raisonnablement soutenir que les individus en question, hein, donc les cas marginaux, tout en appartenant biologiquement à l'espèce humaine, puissent davantage atteindre ces capacités, tout au contraire. Comme on l'a vu, donc, ainsi, la réévaluation éthique de l'animal économise le long et difficile détour d'une toujours contestable démonstration des capacités animales et utilise simplement l'argumentaire éthique humain ordinaire, hein, la supériorité des capacités humaines, pour en exploiter les contradictions, pas un cas particulier. Selon donc une procédure plus logique qu'éthologique. Pas besoin d'étudier les animaux pour montrer qu'ils ont des capacités extraordinaires. Il suffit de prendre l'exemple des cas donc, humains qui ne possèdent pas les capacités. Donc, on a parfois du mal un peu à démontrer chez les animaux. Donc voilà, il est appliqué ici comme un principe popperien. C'est le fameux principe de falsification de Karl Popper. Si on trouve une seule contre-expérience qui puisse démentir la loi scientifique, alors elle suffit, puisque la loi scientifique prétend à l'universalité. Donc, en la matière, c'est défié en l'espèce, sur une conférence sur l'antispécisme, en la matière, on peut trouver au moins un cas de falsification du principe prétendument universel de supériorité éthique de l'homme sur l'animal. C'est le cas marginal. Et ce contre-exemple aurait par lui seul capacité de réfutation de la règle incriminée de la supériorité humaine. Donc l'argument des cas marginaux donc, apparaît comme une véritable pierre de touche dans le débat éthique qui oppose partisans d'une égalité morale du principe des humains et des animaux et partisans de ce qu'on en appelle traditionnellement un humanisme, c'est-à-dire le choix de la préférence humaine sur les autres espèces, le choix de l'homme par l'homme. Alors parvenus à ce point, arrêtons-nous un moment et reconsidérons le problème. Car peut-être finalement nous nous engageons dans un faux débat. Au plan théorique, l'animalisme est donc un antispécisme. D'accord. Mais est-il pour autant vraiment un anti-humanisme? C'est ce que contestent certains auteurs. Ils pensent que l'antispécisme n'est pas un anti-humanisme. Alors,
logiquement, pourtant, il devrait l'être, puisque l'antispécisme efface les frontières entre le genre humain et les autres espèces vivantes. En outre, cet argument logique, qui efface les frontières, c'est sa doctrine même, en outre, cet argument logique se double d'un soupçon, selon certains esprits, sans doute des esprits chagrins, estimant que l'antispécisme procède plus d'une haine envers l'humain, une misanthropie, on l'appelle en grec, que d'un amour ou d'un souci de justice vis-à-vis des animaux. L'antispéciste serait alors bien dans ce cas un anti-humanisme. Et il est vrai, en tout cas, que le véganisme, par exemple, ne peut pas se réduire à la cause animale, qu'il porte en avant, et qu'il porte bien aussi, et sans doute surtout, une dimension de critique radicale et globale d'un type de société fondée sur la domination et l'exploitation. Certes, il ne s'agit donc pas a priori du genre humain, mais seulement d'un certain type de société, souvent identifié à la société occidentale, plus que souvent d'ailleurs. Mais même alors, le pas est souvent franchi de renvoyer cette société à une nature de l'homme qui en ferait le prédateur universel, le mal incarné, troublant de sa seule existence la positivité de la nature en sa pureté et son intégrité. Ça, on le sent quand même dans certains discours de certains animalistes, de certains véganistes. Le mal, c'est l'homme. Et qui fait tâche sur la pureté d'un monde idoine, d'un monde étincelant, d'authenticité, de vérité, qui est le monde naturel. Alors que l'homme est un animal, on y reviendra. Donc, ainsi, la perspective peut devenir facilement misanthropique en incriminant une sorte d'essence absolue négative de l'homme. Dès lors, de l'antispécisme animaliste à l'anti-humanisme, le passage serait donc non seulement logique, mais psychologiquement motivé. Ce serait peut-être même en fait l'anti-humanisme qui serait premier et qui se donnerait un prétexte sous la forme plus raffinée de l'antispécisme. Là, la charge est lourde. Elle n'est pas certaine. C'est un argument psychologique, pas logique. Mais, donc, si jamais le passage entre les deux, antispécisme et anti-humanisme, était au contraire non nécessaire, l'antispécisme ne serait pas forcément un anti-humanisme, alors, retournement inattendu, l'animisme, peut-être, serait une forme paradoxale d'humanisme. Donc, il faut examiner cette hypothèse. Dans l'intervalle entre antispécisme et anti-humanisme, si étroit qu'il semble, il y a peut-être place pour une possible bifurcation. Ou bien, est-ce qu'il y a une continuité fatale, indéclinable? Que faut-il en penser? Alors, il est possible, en effet, de trouver des arguments pour refuser l'allure d'évidence d'un tel passage de l'antispécisme animaliste à l'anti-humanisme. Ainsi, on peut soutenir, premier argument, que l'animalisme n'exclut pas. Pardon. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je recommence. Ainsi, on peut soutenir, premier argument, que l'animalisme n'exclut pas l'humanisme, et qu'au contraire, ces deux positions procèdent de la même motivation, à savoir le refus de l'injustice et la compassion à l'égard de la douleur et de la souffrance. Il n'y aurait pas, en ce cas, à choisir entre les deux. C'est par exemple la position de Tom Reagan, déjà évoqué, un philosophe états-unien tout à fait majeur dans ce débat, qui est mort il y a quelques années. On peut également avancer, second argument, que dans le fond, l'animalisme est peut-être un humanisme élargi, procédant à partir de la sensibilité humaine et étendant, par empathie, ce noyau aux autres espèces en traversant une succession de cercles. Les antispécistes évoquent la libération successive des Noirs, des femmes, etc. et situent dans le prolongement de cette ligne, de ce mouvement historique de libération progressive, la libération, entre guillemets, des animaux. J'ai amené justement le livre, voilà, Peter Singer, voilà, La libération animale, dans la traduction française. Donc l'ouvrage est de 1975. Donc ça serait simplement un élargissement. On aurait d'abord affranchi donc, les Noirs, esclaves noirs, on aurait donc dépassé le racisme, ensuite on aurait accédé donc ensuite à la condition féminine, la libération des femmes, relative bien entendu, et on en arriverait à la libération des animaux. Et il y aurait continuité. Donc ce serait donc, dans cette continuité finalement humaniste, donc un anthropomorphisme qui serait le moteur de l'antispécisme, donc dont l'extension éthique, anthropomorphisme, dont l'extension éthique se retournerait finalement contre l'anthropocentrisme. Alors on peut aussi, troisième argument, faire valoir que cette extension à l'altérité est précisément une caractéristique fondamentale de l'humain, l'ouvert. C'est l'homme même ouvert. Donc beaucoup exploiter cela, philosophe. Voilà, il serait donc profondément et authentiquement humain de s'ouvrir à l'autre que soi.
Il s'agirait donc bien d'un humanisme, mais non d'un humanisme clos et replié dans l'entre-soi du genre humain, dans l'auto-valorisation complaisante et essentialiste de son espèce, mais d'un humanisme du mouvement vers, à la mode de Sartre justement, l'existentialisme c'est un humanisme, hein, donc sur le mode du projet et non pas du rejet, de la libération et non de la célébration béate de soi. Donc accuser le mouvement animaliste dans leur ensemble d'anti-humanisme serait ainsi manifester son attachement à une certaine forme très critiquable d'humanisme replié sur soi. Et donc on pourrait ainsi estimer, donc en allant plus loin, qu'un certain animalisme finalement sauverait peut-être l'humanisme de lui-même pour ouvrir à une forme plus authentique et plus élargie d'humanisme. Enfin, quatrième argument, en prenant la relation par l'autre terme, non l'homme, mais l'animal. On peut estimer que taxer l'animalisme d'anti-humanisme provient en fait d'une vision qui réduit l'animalité à la bestialité. Ce serait une sous-estimation de l'animal, réduit à la bestialité. Sinon, pourquoi traiter un homme d'animal serait-il péjoratif? Donc, usage certainement lié, pour une grande part, à un héritage religieux de dévalorisation de la nature, de la sexualité, etc., symboliquement fixé sur l'animal. Derrière cette haine de l'animal se dessinerait alors, au fond, une haine de soi, une incapacité à s'accepter dans son entière vérité, et qui inclurait aussi la reconnaissance de sa propre animalité. Or, l'animal, en fait, loin d'être réductible à cette caricature de bestialité, hein, qui est sans doute même une possibilité plus humaine qu'animale, hein, c'est à démesure, on en parle déjà les Grecs, qui concerne donc finalement plus l'homme que l'animal. L'animal, donc, dans sa réalité, est avant tout un acte de sensibilité. On peut même ajouter que non seulement il n'est pas réductible à cette nature déchue, qui serait la bestialité, mais même pas peut-être à une nature en général. Hein, c'est certains donc, philosophes qui estiment qu'il faut dissocier l'animal de la nature, qui a une nature animale, alors que l'animal est libre de venir également. C'est une individualité imprévisible, différente de celle autre de son espèce, etc. Voilà, donc, conclusion donc, de ces derniers arguments, l'animal ne serait pas en soi contre l'homme, pas du tout. Voilà. Alors, cependant, toute cette argumentation optimiste, hein, très œcuménique, qui, par toutes ces différentes tentatives, donc en quelque sorte, sauver l'antispécisme de lui-même et en révéler une vérité humaniste secrète, bute à nouveau sur le problème des cas marginaux, qui ressemble bien à un véritable test pour toutes les positions en présence, c'est-à-dire pas seulement pour l'humanisme, mais aussi pour l'animalisme. Comment en effet justifier qu'une position qui enjoint de sacrifier un humain, même dégradé, de rompre ainsi le lien fondamental de l'humain avec l'humain, puisse passer pour un avatar de l'humanisme? Un peu difficile, malgré tout. Cet argument des cas marginaux apparaît ainsi comme un coin qui s'enfonce entre l'antispécisme et l'humanisme et qui contraint à se dissocier, coupant ainsi à la racine toute complémentarité prétendument possible entre les deux. Voilà, donc comme un véritable test qui porte à l'épreuve les limites des uns et des autres, du côté humaniste et du côté animaliste. Du côté humaniste, avec la question de la possibilité ultime de justification d'un spécisme éthique poussé dans ses derniers retranchements. Comment être humaniste jusqu'au bout, sauver donc des cas marginaux extrêmes, par exemple, plutôt qu'un animal évolué. Choix de préférer les humains, même dégradés, sur l'animal évolué. Comment le justifier? Du côté animaliste, l'argument des cas marginaux, si particuliers qu'ils soient, nous fait mesurer l'impact possible d'une position animaliste radicale sur la relation humaine en général. On va s'arrêter un petit peu là, ça ferait bien d'ailleurs parce que c'est un petit peu serré tout ça, pour imaginer les conséquences d'une telle mise en indifférence, c'est les radicales, de l'appartenance d'espèces, et cela dans la relation humaine quotidienne. Voilà, on va donc prolonger cette perspective en ouvrant une parenthèse fictionnelle. Imaginons un monde où véritablement plus aucune barrière d'espèce ne serait admise dans la considération morale. Un monde où n'aurait plus aucune quelconque hiérarchie fixée des valeurs, comme celle par exemple qui semblait si évidente à Malebranche, lequel tenait les vérités morales pour des vérités objectives, aussi assurées que celles de la science, grâce à la garantie d'une raison considérée comme universelle. Je vais citer un passage de La recherche de la vérité, ouvrage de Malebranche, où on va le voir, donc Malebranche, donc, XVIIe siècle, donc c'est en 1674, La recherche de la vérité, qui s'étale sur plusieurs tomes. Donc, et avec des dates donc, différentes. Donc, bref. Donc, voilà le passage. On va le
on va le voir, l'animal ne va pas tarder à montrer l'oreille. Je vois par exemple que 2 fois 2 font 4, et qu'il faut préférer son ami à son chien. Et je suis certain qu'il n'y a point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Je saute un petit passage. Ainsi, la raison que nous consultons, quand nous rentrons dans nous-mêmes, est une raison universelle. Je dis quand nous rentrons dans nous-mêmes. Car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné. Lorsqu'un homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses raisons. Mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a horreur. Ce sont des raisons qui, dans le fond, ne sont pas raisonnables. Parce qu'elles ne sont pas conformes à la souveraine raison, ou à la raison universelle que tous les hommes consultent. Voilà, donc vous voyez les animaux, ça m'est immédiatement dans la question. Imaginons donc maintenant un cocher, parenthèse fictionnelle. Imaginons maintenant un cocher, ou de nos jours plutôt un conducteur de bus, qui ne verrait donc aucune raison, par exemple, de me préférer à son chien, ou à un chien en général. Pourquoi en ce cas s'arrêterait-il pour me prendre si son chien est pressé de manger à la maison? Ou pire, ou mieux, pourquoi ne m'écraserait-il pas sur la route plutôt que le chat qui s'est mis brusquement à traverser, ou le hérisson? S'il n'y a plus de hiérarchie fixée, donc des valeurs, plus aucune considération d'espèce. C'est la question. À chaque fois, il faudra qu'il réfléchisse très vite. Est-ce que c'est un humain normal, standard? Est-ce qu'il a des capacités cognitives standards? Non, alors c'est le hérisson, il a plus de capacités cognitives, donc je fais mon choix. Il faudrait aller très très vite dans l'estimation. Il devrait avoir un diplôme de capacité cognitive sur soi, par exemple. Donc voilà, donc nous sommes ainsi donc reconduits au même état de départ du problème. Voilà. C'est-à-dire celui de la hiérarchie et du mode de conciliation possible entre éthique animale et éthique humaine. Et plus généralement, plus fondamentalement encore, de la fondation même de l'éthique. Insistons. Derrière cette petite histoire des cas marginaux, c'est pas si type, l'enjeu éthique est majeur et porte non seulement sur les situations concrètes de choix possibles et parfois nécessaires entre l'humain et les animaux, mais aussi sur la conception même de l'éthique, sur son fondement même. Donc cet argument sonne bien comme un défi, cet argument des cas marginaux. Il sonne de fonder la préférence de l'homme envers l'homme sur une base autre que le seul fait biologique, une simple solidarité d'espèces, et de justifier sans contradiction que soit considéré comme éthiquement irréductible à l'animal des individus humains qui semblent pourtant y être objectivement réduits, voire même en deçà. Ainsi, finalement, pour tout ce débat, l'argument des cas marginaux apparaît sans jeu de mots pas marginal du tout, mais central, raison pour laquelle nous avons choisi de nous y attacher particulièrement. Le problème acquiert en effet dans ce cas une netteté intéressante. Pouvons-nous le résoudre? Ou faut-il, comme nous y invitent les antispécistes, franchir le pas et libérer l'éthique de tout humanisme, de l'anthropocentrisme moral en général? Si contre-intuitif et coûteux, cela nous semble être décision qui serait alors par raison et non par inclination, au moins au départ. Or, il nous semble que cet argument des cas marginaux tire sa force d'un certain nombre d'omissions et que l'on peut lui opposer donc quelques objections. Objections auxquelles, certes, à leur tour, on peut opposer chaque fois des limites que nous indiquerons, mais limites auxquelles, à leur tour également, il semble possible de répondre par des arguments ultérieurs, puisque tous ces arguments s'entrecroisent dans ce répondre entier. Donc, examinons ces omissions qui, selon nous, sous-tendent cet argument des cas marginaux. Alors, la première omission, donc, opérée par cet argumentaire des cas marginaux, c'est celle de la capacité symbolique. Les handicapés mentaux, en effet, la concernent la plupart du temps, même si elle est gravement perturbée, et elle fait appartenance, elle implique de facto l'individu dans la communauté humaine qui est symbolique plus que biologique, qui est avant tout communauté d'échanges et des signes. Il faut ici faire attention à ne pas se régler seulement sur les performances cognitives, de ne pas confondre niveau cognitif et capacité symbolique. Un handicapé mental peut ne pas réussir des opérations de raisonnement et de calcul auxquelles parviennent certains grands singes en milieu expérimental. Mais cela ne met pas pour autant en équivalence le rapport à la parole et au symbole. Il y a en effet beaucoup de différences entre le maniement instrumental du langage et la structuration par le langage. S'il est vrai que chez l'homme, selon la célèbre phrase de Lacan, même donc l'inconscient est structuré comme un langage, peut-on en dire autant des grands singes qui ont dû utiliser le langage par les injonctions, les incitations répétées des expérimentateurs? Point d'interrogation. Ont-ils un inconscient structuré par le langage? Point d'interrogation. Cela est douteux,
car précisément le rapport au langage est instrumental, comme un outil. D'accord? Et un outil, en l'occurrence, beaucoup plus neutre que celui du langage, même si jamais aucun outil n'est neutre. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ami dans le train. Alors, voilà. Alors, bien sûr, objection, il y a bien des humains précisément plongés dans une vie infra-symbolique, en dessous du symbolique. Que faire alors de ces humains? Et d'ailleurs, c'est-il bien encore des humains? À quel titre peut-on penser qu'ils le sont toujours? Ou qu'ils doivent être considérés comme tels? Bon, nous y reviendrons. C'est Locke qui posait la question. Bon, Locke déjà posé la question, il demandait n'importe quel chien a beaucoup plus de capacité, de connaissance, d'intelligence que certains vieillards qui... Bon, voilà, ça y est, j'ai perdu. Ah voilà. Alors la seconde émission. La seconde émission, elle porte sur le lien de filiation. Un lien auquel on a déjà fait allusion. Pour tout être humain, la filiation, ou plus largement, l'affiliation, donc l'apostrophe A, est fondamentale. Or, les cas humains marginaux ne sont précisément pas si marginaux que cela. Ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont reliés à d'autres humains par des attaches parentales et familiales. Ils ont un patronyme, etc. Avoir affaire à tel ou tel homme, même handicapé mental, n'est pas simplement avoir affaire à lui, mais à toute sa parentèle, et plus largement à ses communautés particulières d'appartenance ethnique, régionale, nationale, etc., qui peuvent se substituer à lui pour me demander des comptes. Et cela vaut, cette fois, même pour celui dont la vie serait infra-symbolique. Mais dans ce cas, que faire d'un individu qui n'aurait plus aucune attache familiale ou communautaire quelconque, par hypothèse? L'orphelin absolu et apatride, en quelque sorte. Voilà, si on n'a plus de famille, on peut être pupille de la nation. Bon. Mais, donc la nation se substitue, l'État se substitue à la parentèle. Mais, imaginons un orphelin absolu et apatride. Alors, est-ce qu'il faudrait l'exclure par conséquent? Est-ce que ce ne serait pas du coup précisément le comble de l'injustice? D'autre part, cet individu, on peut dire qu'il participe toujours d'une affiliation plus générale qui est celle avec le genre humain. Affiliation soudée par la résonance symbolique qui est la dernière omission dont nous parlons. Donc, alors le troisième point, donc, la troisième omission, porte sur la signification symbolique et éthique du corps humain en général. Alors, la forme globale du corps humain, en effet, ne nous est pas indifférente, mais vaut pour nous comme un véritable signal éthique. Nous n'avons pas, en effet, le temps de vérifier que les hommes que nous croisons tous les jours sont bien des hommes. C'est Descartes qui disait qu'il se penchait par la fenêtre et qu'il ne voyait que des chapeaux. Chapeau du XVIIe siècle, donc on ne voit pas les pieds en dessous, on voit rien. On ne voit pas les pieds en dessous, on ne voit rien en dessous, donc ce sont bien des hommes. Et justement, Descartes dit, je les tiens pour des hommes, parce qu'il faut se fier aux apparences, rechercher l'évidence pour toute chose dans la vie, on ne peut pas, le temps. Donc, voilà, je le tiens pour des hommes. Bon, mais je ne sais rien. Voilà. Donc, voilà. Et donc, quand je croise des êtres humains, est-ce que je ne sais pas si ce n'est pas une sorte de robot qui a un masque humain? Non, je le tiens pour des hommes. Je suis donc simplement à partir de leur corps, ou d'éléments de leur corps. Je suis conditionné ainsi à un véritable réflexe de reconnaissance éthique. Le corps humain comme tel, sans parole, tout nu, sans expression, même totalement dépouillé, minimal, même donc purement animal, justement, conserve à mes yeux quelque chose qui dépasse l'animalité, une sorte de valeur unique qu'il a acquise pour nous depuis notre propre accès à la conscience. L'exemple fort de cette sacralisation symbolique du corps humain est la répulsion au cannibalisme. Anthropophagie. Est-ce seulement un préjugé? Un autre exemple tout aussi fort est celui du respect dû au cadavre. Pourquoi? Puisqu'il ne sent plus rien. Or, c'est donc, bien sûr, c'est sanctionné par la loi. Et pourquoi? C'est irrationnel, puisqu'il ne sent plus rien. Certes, on peut peut-être rétorquer que cette sacralité symbolique du corps humain est quelque chose de contingent, d'extérieur et de purement psychologique. Un signal seulement, justement. Et le résultat d'un conditionnement, et non pas un impératif moral fondé. Et que faire à l'égard d'un être humain si monstrueux qu'on ne pourrait le reconnaître justement intuitivement comme tel, comme humain, à partir de son corps? Donc ici, n'attachons-nous pas excessivement l'éthique à une forme sensible, quelle qu'elle soit. Alors toujours est-il qu'il faut reconnaître la force de ce signal sensible, ce que l'on peut peut-être rapprocher de l'éthique de Lévinas,
et de l'effet d'interdit que suscite en moi la vulnérabilité du visage autrui, qui est le centre éthique de sa conception, Lévinas, Emmanuel Lévinas, philosophe donc, de l'éthique du XXe siècle, qui considère qu'il y a une sorte d'appel que le fait autrui par son visage, d'ailleurs c'est le visage, mais ça peut même être notre aurait le corps, c'est le visage, parce qu'il y a une sorte de surface exposée, de vulnérabilité, qui me fait interdire la violence, qui est si facile envers le visage humain. Voilà, donc là on peut peut-être relier donc, cet interdit du corps en général donc, à donc, cette éthique lévinassienne. Mais de toute façon, d'autre part, un être humain si monstrueux soit-il aurait toujours un moyen autre de se signifier à moi comme humain, comme tel, en contournant le corps. Voilà, donc la quatrième objection, qui reprend l'idée de justice évoquée plus haut, et qui se fonde sur l'idée de normativité spécifique de la philosophe américaine Martha Nussbaum, philosophe américaine du droit très importante. Donc la quatrième objection, qui se fonde sur cette idée de justice, sur cette idée de normativité spécifique de la philosophe américaine Martha Nussbaum, est celle que l'on pourrait appeler l'argument du conditionnel impératif. Donc ça, c'est Martha Nussbaum. Les handicapés mentaux auraient pu, au sens de auraient dû, remplir leur destination humaine normale s'ils n'avaient pas eu la malchance, indépendante d'eux, d'un accident, génétique ou autre. Il faut donc respecter, sous peine d'injustice supplémentaire, cette vocation non accomplie, comme devant les formes vides d'une promesse qui, à travers eux, nous fait toujours obligation, appel, même s'il est muet, notre sollicitude. Nous devons être sensibles au sens tragique de leurs conditions, même s'ils en sont inconscients. C'est là une attitude humaine et juste de notre part. Donc la considération ici est externe à l'être considéré, quelles que soient ses capacités. C'est la considération de son origine et des possibilités liées à l'espèce humaine en général, qui nous inspire l'idée d'un devoir éthique fort. Et cela donc semble bien nouveau valoir, même pour les handicapés mentaux profonds qui ont perdu l'accès au symbolique. Alors la cinquième objection, j'espère que ce n'est pas trop compact tout ça. La cinquième objection s'appuie sur l'implication relationnelle et sur la notion de responsabilité. Je suis responsable des autres à proportion du degré où ils me sont confiés, où je suis relationnellement impliqué. Par exemple, je suis responsable de mes enfants, avant d'être responsable de ceux des autres. Je suis responsable aussi de ceux des autres, mais d'abord, parce que je suis relationnellement impliqué, d'abord avec mes enfants. Même si, évidemment, donc encore une fois, ce n'est pas exclusif, c'est seulement dans une certaine mesure. Il ne faut pas, bien sûr, que ce soit un prétexte pour me défausser de toutes les responsabilités éthiques plus larges qui me dérangeraient. Mais il n'en reste pas moins qu'il apparaît nécessaire de hiérarchiser la responsabilité en fonction des degrés d'engagement. Je suis responsable des enfants des autres, et quand je vois un enfant faire un truc dangereux, je demande d'abord tout de suite, mais où sont ses parents? D'abord eux, bien sûr, même s'il faut que j'intervienne après. Donc, il faut bien hiérarchiser la responsabilité en fonction des degrés d'engagement. Car il est impossible de mettre tout en équivalence. Donc, selon cette logique, à choisir entre les hommes et les animaux en général, je serai d'abord responsable envers les hommes, car je suis davantage impliqué à leur égard. Alors, ce qui doit être complété par le sixième et dernier. Alors, pas fin de la conférence, je n'ai pas dit ça. Fin de dernier argument. Sixième et dernier argument, donc, qui essaye de rendre compte, comme les autres, des omissions qui sont effectuées par ceux qu'on appelle donc, les animalistes ou les antispécistes. Alors, le sixième et dernier argument, c'est celui de la résonance symbolique, qu'on avait donc annoncé, qui est un effet de la structuration symbolique, et qui touche cette fois à l'universel, qui permet donc de revenir à la notion du symbolique pour en comprendre toute la force, toute la portée. L'individu humain doit être replacé en effet dans son milieu propre, qui est celui, donc, comme on l'a dit, l'individu humain, qui est celui du langage. L'humain, donc tous les hommes, tous les individus que nous sommes, sont reliés par le langage, que ce soit le langage oral, écrit, la langue des signes, bien sûr, etc. C'est-à-dire, donc, nous sommes tous reliés par une communauté de dialogue potentiel, de tous avec tous. Dès lors, ce qui arrive à un individu quelconque, quel qu'il soit, prend potentiellement sens pour la communauté humaine tout entière. C'est la résonance symbolique. Devant chaque homme, je suis non seulement devant lui, mais virtuellement devant tous les autres hommes, car chacun peut s'identifier à lui. Par là, tout homme concentre en lui toute l'humanité,
par une véritable inscription symbolique de l'universel dans le singulier. Et ce sens de l'universel structure la conscience humaine et en fait en droit une communauté éthique. La singularité humaine donc, est porteuse toujours d'un universel qui la dépasse. Chaque personne, quelle qu'elle soit dans sa particularité, contient symboliquement la personne humaine universelle. On vérifie donc que le lien symbolique n'est pas seulement celui linguistique d'une désignation, mais bien celui émotionnel d'une identification. La conscience morale est structurée par cette résonance symbolique. De même d'ailleurs que la conscience politique, comme la conscience humaine en général. Pour la dimension politique, c'est ce qui fait que la communauté humaine est une scène, comme le montre bien Hannah Arendt, et qu'il n'y a de communauté dans le monde, qu'il n'y a de communauté politique que s'il y a une scène précisément commune, visible pour tous. Cette scène concentre et renvoie à la communauté tout entière les enjeux collectifs de cette société. Or, dans les sociétés animales, il n'y a pas de scène à proprement parler. Il y a des situations. Et il semble peu crédible que ce qui arrive à tel ou tel animal dans la nature, même pour ceux très évolués, comme les grands singes, que ce qui arrive à tel ou tel animal dans la nature aura une résonance pour l'ensemble de son espèce du fait que chaque individu s'y identifierait symboliquement. Alors, est-ce à dire, cependant, donc, qu'il n'y aurait jamais chez les animaux d'identification de soi, quel qu'en soit le mode, comme appartenant à un groupe ou à une espèce déterminée? Ben, si, bien sûr, ce mécanisme existe. Et non seulement à l'espèce des animaux en question, mais même parfois à une autre. Paradoxalement, il semble bien en effet que ce critère, ce sentiment d'appartenance ne soit pas purement toujours spécifique. Et même si ça peut sembler étrange, elle peut même se porter, chez les animaux domestiques ou familiers, sur l'espèce humaine. Une chimpanzé comme Washoe, par exemple, c'est une célèbre donc, chimpanzé, Washoe, qui est morte en 2008, je crois, si je me rappelle bien. Donc une chimpanzé comme Washoe, par exemple, qui avait été élevée dans les années 60, en 1960, par les Gardner, donc un couple de chercheurs américains, et élevée comme s'il s'agissait de leur propre enfant. En lui transmettant, c'est ça l'innovation, donc le langage des signes, non pas le langage vocal humain, car, comme le faisait Yerkes, par exemple, dans les années 1920, un primatologue américain aussi, donc parce que chez les grands singes, il n'y a pas eu la descente du plancher pharyngo-laryngé qui a libéré la carte vocale et qui a rendu possible l'articulation des sons dans la gorge. Donc c'est pour ça que nous pouvons parler. Et les chimpanzés, et les pongidés en général, les grands singes, chimpanzés, orang-outans, gorilles, ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont, vous voyez, si je remonte mon plancher pharyngo-laryngé, on peut lui parler, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de conférence chez les gorilles. Voilà. Donc, les Gardner ont contourné cette impossibilité physiologique, en tout cas cette grande difficulté physiologique, que n'ont pas, par exemple, les oiseaux parleurs, par exemple, par contre, et les perroquets, qui ne sont pas si bêtes que ça, d'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire, bref. Et donc, il ne faut pas répéter sans comprendre. Du moins, bref. Donc, contourner cette difficulté par le langage des signes. Mais on a aussi le langage par ordinateur, vous savez peut-être. Et ça réduit sa fierté de bien s'en tirer avec son ordinateur, comme un chimpanzé, donc très expert pour manier un ordinateur, mais dans un but toujours utilitaire, une banane, etc. par exemple. Voilà, donc ils s'en tirent très bien. Donc, ah oui, voilà. Donc, une chimpanzé comme par exemple Washoe, donc W-A-S-H-O-E, qui a été donc élevée par les Gardner, eh bien, de façon très très apparente, elle était symboliquement, humainement et symboliquement affiliée. Non seulement elle n'ignait d'aucun langage, mais elle était apparemment pourvue d'une certaine conscience de soi. Elle réussissait le fameux test du miroir de la tache sur le visage, le test du miroir. Et pour corser le tout, comme beaucoup d'autres, donc elle semblait se croire, d'autres dans son cas, semblait se croire plutôt humaine. Ou en tout cas, sa propre identification semblait très flottante. Et ce n'est pas la seule, donc, introduisant une anecdote, alors là, je n'ai pas eu le temps de trouver, parce que je ne me rappelle plus exactement qui c'est. Je crois que c'est David Premack, donc c'est Sarah, je crois. Sarah, c'est une autre chimpanzé moins connue que Washoe,
Il y a aussi Kanzi, hein, qui est un bonobo qui était très très connu. Donc Washu, donc, non pas Sarah, le nom qui avait été donné à cette chimpanzé. Les femelles, hein, elles sont plus zooées en général que les mâles. Mais Kanzi est un mâle quand même. Alors, donc Washu, donc Sarah, donc un jour on lui montre donc, une photo où il y a des chimpanzés et des humains. Alors je ne suis plus sûr que ce soit bien Prémax, Sarah, enfin bref, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Et donc on lui demande où elle se met. Vous avez deviné, hein, elle se met du côté humain, c'est du côté humain. Pourquoi tu ne mets pas du côté des singes? Et elle dit, ça, vilain singe, ça, vilain singe. Donc, du côté humain. Peut-être. Des sales chats, je crois. Ah, merci. Et je crois que non, pas sale chat. Non, mais elle associe les singes parce qu'ils sont agressifs. Oui. À des chats. À des sales chats, à des vilains chats. Ah bon, parce que je n'ai pas réussi à retrouver donc là. C'est Washu. Non, c'est pas Washu. Alors c'est peut-être que Washu est aussi la même chose. Bon, on en repense. Alors voilà, donc vous voyez, voilà, donc un sentiment d'appartenance, on peut aller jusqu'à employer cette expression, qui semble étrangement décalée. En tout cas, oui, il y a une identification d'un groupe. Il y a une identification d'une certaine appartenance. Voilà. Donc, à la question de savoir si au moins de tels chimpanzés, comme Washu, Sarah, d'autres, sont intégrables ou non dans la communauté humaine, il semblerait que les intéressés eux-mêmes fournissent une réponse et qu'ils soient affirmatifs, voilà, et qu'ils disent qu'eux-mêmes se tiennent pour des membres de la communauté humaine. Donc ils interviennent dans le débat directement. Alors, mais voilà, attention, mais est-ce pour autant par le symbolique? C'est ça la grande question. Parce que sans sentiment d'appartenance à une espèce ou à un groupe, est-ce qu'il nécessite absolument toujours le passage par le symbolique? Est-ce que notre chat et notre chien n'ont pas aussi un certain sentiment très vague, très flou, d'appartenance? Est-ce qu'ils s'identifient comme chat? Est-ce qu'ils s'identifient comme chien? Pas sûr. Ou plus précisément comme chat, plus précisément comme autre chose, comme humain? C'est pas sûr. Voilà. C'est très flottant. Et et de toute façon, expérimentalement, on sait que leur sentiment d'appartenance peut se fixer sur une espèce autre que la leur. Alors ça, évidemment, on avait peut-être vu venir, c'est Konrad Lorenz. C'est l'imprégnation. C'est le mécanisme, hein, je vais rappeler, hein, qu'il a baptisé, qu'il a étudié particulièrement, et qu'il a baptisé l'imprégnation ou l'empreinte. Donc, il a mis en évidence que ce mécanisme agit très tôt, dès la naissance, qu'il produit un sentiment de filiation, la formation d'un lien d'attachement extrêmement fort du jeune à l'individu ou aux individus présents autour de lui. Ça peut même être un objet, ça peut même être un odeur, ça peut même être un son. Non, donc, un individu comme un. Voilà. Et donc, qui sont présents autour de lui à la naissance, hein, ou dans une période sensible. Et donc, il sera la base de sentiments ultérieurs plus large d'appartenance à un groupe. Ainsi, par exemple, il relate une anecdote, l'anecdote du destin malheureux d'un paon dans un enclos de tortue. Puisque lors des remaniements chaotiques du zoo de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, un paon naquit dans l'enclos d'une espèce de tortue. Et devenu adulte, ne cessa désespérément de faire sa cour pour se reproduire en employant son magnifique climat. Ils ont des tortues qui, malheureusement, n'étaient guère sensibles à ses charmes, donc tout à fait en vain. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une imprégnation hétérospécifique, une autre espèce. De la même manière, ça c'est très connu, les oies cendrées dont Konrad Lorenz a assuré personnellement l'éclosion, et qui l'ont vu donc dès sa naissance, sont tous identifiés comme leur mère, et l'ont traité comme tel à la suite. C'est très connu, des photos où on voit Konrad Lorenz avec la marche canard et tous les petits oiseaux derrière qui suivent leur maman. Voilà, et même en neigeant, il est carrément avec temps. Voilà, donc ce mécanisme d'imprégnation tout à fait basique, qui naturellement vaut aussi pour nous, humains, bien sûr, et donc un mécanisme de nature signalétique, et qui montre qu'il n'est pas besoin d'attendre un niveau très élaboré du symbolique pour produire le sentiment d'affiliation et d'appartenance, dont il est certainement d'ailleurs le fondement biologique sous-jacent. Ainsi, outre que cela ne concernerait qu'une poignée d'animaux, il est loin d'être certain que les chimpanzés, même humanisés au point le plus extrême, acquièrent le sens de l'universel éthique, qui passe par le symbolique, par la résonance symbolique,
donc ils n'ont pas besoin pour ressentir un sentiment d'affiliation et d'appartenance, et même s'ils possèdent aussi le langage. Comme on l'a vu en effet, l'accès au langage ne signifie pas nécessairement l'accès au symbolique, car le symbolique n'est peut-être pas seulement en jeu la compréhension, mais l'émotion. Or, quelle profondeur, c'est ça la question, atteint en animal dit parlant le signe qu'il envoie. Le langage semble bien essentiellement utilitaire, même pour Washu. Donc, les questions de chocolat, les questions de nager à la piscine, etc. Et voilà, et c'est très différent de l'utilisation du langage d'un enfant de 5 ans. Dans le type d'utilisation. Par exemple, le questionnement ouvert chez l'enfant de 5 ans. Donc du coup, cela remet tout à fait en cause également la comparabilité de ces animaux avec les cas marginaux humains, en particulier les handicapés mentaux. En fait, le discours des antispécistes sur les cas marginaux montre souvent une compréhension très faible, voire fausse, de la réalité de la maladie mentale. L'idée même de comparer les capacités en fait foi. Quel sens cela a-t-il de mettre en regard, comme pour un examen, la capacité de rationalité d'un chimpanzé, cette capacité à compter, comprendre les signes, etc., et celle d'un handicapé mental de l'autre, en les alignant sur un axe commun pour les hiérarchiser ensuite. Les handicapés mentaux possèdent des structures psychiques précisément noyautées par le symbolique, ce qui ne semble pas être le cas pour le chimpanzé. Donc loin d'un alignement commun sur l'échelle quantitative de mesure, il semble s'agir d'une différence qualitative nette et structurelle. Reste, bien sûr, cependant, encore une fois, donc du côté humain, le cas des handicapés qui, précisément, si tant est qu'on puisse en être certain, n'auraient véritablement aucun accès au symbolique. Et cela de façon irréversible. Alors, on peut en effet, au passage, observer que les antispécistes ont tendance à traiter cette catégorie des cas marginaux de façon globale et indifférenciée, sans véritablement distinguer entre tous ces cas auxquels on a affaire et qu'on laisse dans le flou précisément de cette catégorie, fourre-tout un peu, le cas marginal. Ainsi, par exemple, dans l'affaire du bébé Fire, l'argumentation antispéciste de Tom Regan ne tient que si l'on ne prend en considération que le seul présent, que si on y arrivait, comme disait Nietzsche, au piquet de l'instant. Le statut de cas marginal n'est en effet recevable, donc ici, ne vaut ici qu'à la condition d'une présomption forte d'irréversibilité, ce qui ne vaut évidemment pas pour le bébé, dont il faut considérer l'avenir en tant qu'adulte. Et sur cet argument, la perspective antispéciste vient buter. Donc il convient de bien distinguer les cas marginaux, comme on l'a fait jusqu'à présent dans une certaine mesure, et de les faire jouer en les mettant en regard avec la liste des arguments, déjà énumérés et précisément distingués. Ce qui, indiscutablement, situe à part le cas de certains handicapés qui, précisément, donc encore une fois, n'auraient aucun accès au symbolique. Si tant est que l'on puisse en être certain, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, bien sûr, il est éthiquement impossible de les instrumentaliser, du fait des considérations déjà relevées, l'affiliation symbolique, etc., l'affiliation, donc, le corps humain, etc., etc. Mais de la même manière, un tel traitement n'est pas recevable pour les chimpanzés humainement intégrés. Peut-on alors poser et résoudre ici la question de la préférence en cas de choix nécessaire? Certes, le poids des rapports de filiation et d'affiliation, de la normativité spécifique, de l'argument d'injustice, etc., font d'un côté pencher la balance vers le handicapé profond, mais de l'autre côté, l'étonnante proximité et intégration, la capacité relationnelle, le niveau de sensibilité et d'intelligence d'un grand singe comme Washu et Sarah, chimpanzé, Coco, le gorille, on n'en a pas parlé, donc, ou Kanzi, donc le bonobo, pour évoquer quelques célébrités, ne peuvent pas être sous-estimés. Nénette, j'en ai Nénette. Nénette? Oui, c'est un orang-outan. Ah, je ne la connais pas. L'orang-outan du Jardin des Plantes. Ah, d'accord. Désolé. On a fait un film dessus. D'accord, non, je ne l'ai pas vu. Donc là, je suis coincé. Alors, c'est un cas marginal pour moi. Merci, je verrai. Voilà, donc voilà, donc toujours la question revient, que préférer? Qui préférer? Alors poussons plus loin encore, examinons les cas les plus extrêmes, donc c'est-à-dire ceux qu'on appelle parfois les légumes vivants, où il n'y a apparemment plus aucun indice d'autonomie, qu'elle soit mentale ou motrice, aucune conscience, ni même aucune perception, et donc encore moins une structuration et une résonance symbolique. Dans quelle mesure l'humanité peut-elle être encore là, dans ce cas invoqué?
C'était bien par exemple la question dans le cas dit de l'affaire Vincent Lambert, voilà, au CHU de Reims, mais le problème alors se déplace et devient plus général. Certaines vies valent-elles encore la peine d'être vécues? C'est ça la question. On sait la réponse qui a été finalement apportée en la matière, donc, pour le cas de Vincent Lambert, celui d'un débranchage. Donc avec conséquence, bien sûr, la mort du sujet comme suite inévitable de sa non-autonomie radicale, sans intervention extérieure. Donc il y a la différence ici entre laisser mourir et faire mourir, certes. Ce qui rend ce cas différent de l'homicide envisagé dans le cas donc, de l'exemple du canot de sauvetage. Il y a homicide, c'est pas pareil, évidemment, bien sûr, même si c'est pas tout à fait facile non plus, donc le procès finissant. Ou encore, donc, c'est différent encore des exemples de sacrifices qui sont examinés par les utilitaristes, comme par exemple l'expérimentation de remèdes en cas d'épidémie majeure, de remèdes pouvant amener la mort, bien sûr, par exemple une épidémie, ce qui implique donc une destruction positive de vie, dans les cas envisagés, dans les situations envisagées par les utilitaristes spécialement. Alors, cependant, cette question de la valeur de la vie, en cas de handicap aussi extrême, ne renvoie plus en fait à une argumentation en comparaison de l'humain à l'animal, mais à une réflexion en comparaison de l'humain avec lui-même. Que faire de soi quand on n'est même plus l'ombre, ce qui est encore vaguement reconnaissable, de soi-même? Donc quand on me dit un lendemain où je n'ai pas beaucoup dormi, mais tu es l'ombre de toi-même, je suis rassuré. Moi, je suis l'ombre de moi-même, ça va encore. Mais que faire de soi donc quand on est devenu, donc qu'on n'est même plus reconnaissable, une sorte de matière organique difforme? Que faire de soi quand précisément on ne peut plus rien faire de soi, même pas décider quoi que ce soit sur soi? Alors beaucoup de personnes, quand on leur demande si elles acceptent à l'avance de communauté de vie, répondent que non. Comme vous savez, elles refusent à l'avance ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, ce qui est reconnu par la loi, plus précisément la loi Néméno-Netti de 2005, qui a été préparée d'ailleurs par une loi de 2002 du Code de la santé publique, et qui demande de préciser donc, la procédure, pour quelle intervention on refuse de donner son consentement. Par exemple, en cas de coma profond et de perte irréversible des facultés, par exemple, refuser d'être nourri de façon artificielle, que sa vie soit prolongée artificiellement, etc., etc., etc. Donc ici, en fait, la comparaison animale devient facultative. Et donc, nous entrons dans un autre débat, un débat de bioéthique pure. Et nous n'allons pas ouvrir une nouvelle conférence au sein de notre conférence. Donc à quoi ça sert? On peut au moins retenir cet argument comme question. C'est dommage parce qu'on a encore une débat après. Donc voilà, donc on ne va pas ouvrir une nouvelle conférence, mais seulement retenir cet argument comme question, parce que ça suffit déjà, sans s'aventurer dans le cheminement de réponses élaborées, car on peut au moins poser la question de la valeur et de la réalité humaine de certaines vies, et donc de leur intérêt tout court à être vécu, sans comparaison avec l'animal. Et cette question donc change la donne, pas besoin de comparer avec l'animal, pour avoir une décision qui peut être celle de la personne avant de prendre ses facultés. Voilà. Alors si bien sûr on remet en plus à nouveau en regard un grand singe en pleine possession de tous ses moyens, il n'y a pas photo, comme on dit, pour cette comparaison. Alors, et vous allez me dire, mais il reste toujours le contre-argument de la filiation. C'était bien le cas dans l'affaire de Reims, justement, dont le nœud était précisément le conflit de l'épouse et des parents de Vincent Lambert, puisqu'ils n'étaient pas d'accord, comme vous savez, les parents voulant la prolongation de la vie et l'épouse considérant que c'était fini, qu'il fallait arrêter ça. Et il y a, et c'est elle qui l'a emporté finalement, et il y a également un autre contre-argument dont on n'a pas encore fait état, celui que j'appellerais l'effet de verrou, c'est-à-dire l'idée que si l'on commence à autoriser une euthanasie, une perte de vie, donc non volontaire, ce n'est pas le cas du suicide assisté qui décide en pleine conscience de la personne, c'est différent, une perte de vie non volontaire, même si c'est pour des cas, ces cas indiscutablement extrêmes, marginaux, à l'extrême précisément, alors on met le doigt dans une possibilité dont le curseur peut être ultérieurement déplacé et étendu à des cas moins évidents pour arriver de proche en proche à un véritable génocide. Il faut mesurer ce risque, c'est l'effet de verrou. Donc si on interdit radicalement, on est garanti donc que ce glissement ne pourra pas se produire. Mais il faut donc bien sûr mesurer ce risque. Mais doit-il pour autant conduire ce risque à un interdit absolu? Il faut mettre toujours en balance tout ce débat.
Ne peut-on par la loi fixer une limite sacralisée, présentée comme infranchissable, assortie d'un commentaire avertissant du danger d'une dérive, si on commençait à aller plus loin? Voilà. Donc, mis à part ainsi ce cas extrême, sort en fait de notre champ, il nous semble que la balance entre humains, marginaux, donc désocialisés, désymbolisés, et animaux marginaux humanisés, tend au moins à se neutraliser, à produire une situation d'indécidabilité. Alors, ce qui n'est pas forcément une impasse, car posons-nous la question, cela a-t-il un sens de toujours comparer? Et cela a-t-il un sens de toujours s'obliger à choisir? Ce n'est pas le cas entre humains, puisqu'il ne semble guère éthiquement admissible de sacrifier un humain pour un autre, au nom d'une échelle des capacités qui serait en même temps une hiérarchie du permis à vivre. Si l'on reprend l'image paradigme du canot de sauvetage, si c'est une famille qui est déjà embarquée, faut-il par exemple sacrifier le petit dernier, sous l'argument qu'étant plus jeune que ses frères et sœurs, ses facultés cognitives sont moins développées? Devant cette possibilité ouverte par un raisonnement utilitariste, se bloque une conscience d'impossibilité radicale. Nous ne pouvons pas réaliser une telle possibilité. Car il semble assez clair qu'ici, un tel choix est éthiquement impossible, et que l'argument utilitariste ne peut pas tenir devant l'impératif de fraternité ou de solidarité. Nous butons ici à nouveau sur la limite de la comparabilité. Alors, on peut s'interroger véritablement sur le sens de vouloir tout comparer, ce qui est précisément la tendance de l'utilitarisme. Or, le choix éthique peut parfois consister justement dans le fait de refuser de choisir. Si la solidarité, voire la fraternité est une valeur sécrétée par l'existence en communauté, l'humanité comme communauté éthique, alors certes, une vision disjonctive, qui précisément ne voit entre les individus que des liens d'addition, ne peut certainement pas y être sensible. Tout au contraire, pourtant, le lien entre les individus donc, peut être tel qu'il se conçoit sur le mode non d'une addition, mais d'une totalité indécomposable dont aucune soustraction n'est imaginable. Sur le mode donc d'un tous pour un et un pour tous, qui ne vaut pas nécessairement que pour des mousquetaires. Et ce type d'évidence, de saisie d'une totalité indécomposable et solidaire, se constitue sur le mode immédiat d'une intuition, et non d'un laborieux raisonnement qui doit rendre œuvre tout un appareil théorique élaboré pour en écarter. Alors, retournons à nouveau vers l'animal, et tentons d'aller encore plus loin. Rassurez-vous, on se rapproche aussi de la fin en même temps. Supposons l'évolution accélérée d'une espèce, par exemple celle des chimpanzés, qui d'eux-mêmes se porteraient à un niveau de culture vraiment comparable à celui humain, en cas, disons, de planète des singes. Ces derniers accéderaient indiscutablement à la sphère de l'universel éthique. Et donc, d'une manière qui nous semble irrécusable, à une pleine égalité, cette fois de sujet éthique, et le refuser rendrait cette fois très difficile de se défendre de l'accusation de spécisme. Alors, en effet, rappelons que l'espèce humaine est qualifiée moralement qu'en tant que communauté éthique, faite de la conscience, de la référence symbolique, du sens de l'universel, et non pas en tant que communauté biologique. La coïncidence, dans le cas de l'homme, entre communauté biologique et communauté éthique est fortuite et non essentielle, ce qui ouvre à l'homme la pleine sphère du droit et sur la base d'une fragile contingence de fait qui ne peut lui en donner une exclusivité à jamais décisive. Si par conséquent une autre espèce accédait à ce statut de communauté éthique, elle accéderait logiquement à l'universel éthique et donc, quelle que soit la discontinuité interspécifique, à l'égalité éthique. Donc, un cas de dessin. Ainsi, en conclusion, ni animalisme ni humanisme au sens réduit de ces deux termes, et au contraire, animalisme et humanisme au sens large et ouvert de ces deux termes. C'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent être sauvés et cohérents que dans une vision ouverte qui les fait se réunir ensemble. Qu'est-ce en effet qu'un animalisme étroit et anti-humaniste? Une position, au fond, intenable et contradictoire. Car d'une part, l'animaliste est lui-même un homme, donc il faut qu'il se diabolise lui-même. Et d'autre part, l'homme en général est aussi un animal, ce qui fait qu'une position animaliste ne peut pas exclure l'homme. C'est aussi un animal. Et qu'elle est toujours en passe de se contredire par l'octroi fait à ce dernier d'un statut extra-animal, en lui faisant endosser la responsabilité de tous les animaux, à la différence précisément de tous les animaux. Ce qui accorde à l'homme, de façon exorbitante, la reconnaissance d'une exceptionnalité. Pourquoi l'homme animal serait-il le seul à se soucier de tous les animaux? Donc par là, on lui donne un statut extra-animal. Ce qui fait que sur la base de ce statut extra-animal, il peut revendiquer des droits particuliers liés à ce statut extra-animal qui confère une supériorité. Donc voilà, donc, un animaliste étroit
et anti-humaniste ne peut pas tenir les contradictoires. Qu'est-ce d'un autre côté qu'un humanisme? Cette fois-ci, un humanisme étroit et anti-animal, sinon celui que dénonce Sartre dans l'existentialisme et l'humanisme, un humanisme auto-célébrateur et fermé sur lui-même, position non seulement arbitraire, mais coupant l'homme de sa dimension animale, en laquelle pourtant il puise une bonne part justement de son humanité, en fait, hein, en cultivant sa sensibilité, qui est de base, hein, donc, qui a une base animale. C'est-à-dire qu'au bout du bout, que seul, donc, il nous semble pouvoir tenir sans incohérence majeure une éthique unique, ni humaine ni animale, prenant en compte les qualités propres, mais aussi les liens qui unissent les individus, ce qui de fait et dans les conditions actuelles de l'évolution privilégie cette espèce humaine, mais sans exclusif de droit, et tout en la solidarisant avec des individus animaux intégrés à elle, à tel point que cela peut parfois aller jusqu'à l'impossibilité du choix de sauver. Voilà, j'ai fini. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de cet exposé, on va dire, très dense, c'est devenu très complet. Donc, si j'ai compris, je crois avoir compris, tu as une position qui est, tu réfutes un peu, tu réfutes effectivement l'antispécisme, bien, en essayant de retrouver des caractéristiques humaines qui justifient une certaine hiérarchisation entre l'homme et l'animal. Cependant, à la fin, parce que c'est un peu la question qui me tracasse depuis tout à l'heure, dans le fond, il est quand même aussi question peut-être de nos rapports, nous, aux animaux. Est-ce que, dans le fond, nous n'avons pas aussi la possibilité de considérer l'animal, de respecter un peu l'animal, de ne pas l'utiliser comme un simple instrument? Il me semble qu'à la fin, tu ouvres un peu quand tu parles de la sensibilité. Parce qu'il y a quand même un point commun que nous avons en tant qu'êtres vivants. Et d'abord, peut-être même qu'entre nous, humains, c'est bien sûr la sensibilité qui en grande partie nous unit, même moralement. Eh bien, c'est la sensibilité, la pitié, eh bien, l'empathie, eh bien, l'identification à autrui, etc. Mais cette sensibilité, nous pouvons aussi la trouver du côté animal. On peut nous ouvrir, effectivement. Est-ce qu'on ne peut pas là fonder une éthique ouverte sur l'animalité à partir de là? Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que vous l'avez dit, j'avais bien compris. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Soulève sans doute des petites questions. Oui. Tu veux poser une question? Merci pour cette excellente conférence qui nous envoie vers plein de questionnements. Le seul qui se pose des questions de savoir qui va sauver ou qui va condamner, c'est l'être humain. Bien sûr. Je ne pense pas que le chat se demande si, ou l'antilope se demande si elle va permettre au reste des autres espèces d'exister, qui a le droit, qui est bon, qui est mauvais. Il y a uniquement l'être humain qui se pose ces questions. Donc c'est à la fois quelqu'un un être qui arrive par l'animal et sa sensibilité lui permet aussi d'acquérir, de rester ancré d'une certaine manière dans le vivant, dans la sensibilité et la coexistence avec l'autre. En même temps, il se pose, il a des questions et il met en place des actions qui engagent d'autres espèces sans leur demander le droit, sans leur demander leur avis. Et d'une certaine manière, ce qu'il fait avec ce qu'on voit dans cette conférence-là, justement, ce qu'il fait, c'est de retirer à l'animal la possibilité de créer ce dialogue et de dire en quoi il y a des points de convergence. D'une certaine manière, on appellera ça humanité, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'animalité, c'est pas la bestialité. Et d'une certaine manière, on peut établir même si ça contredit ce que je viens de dire, des hiérarchies dans les espèces vivantes. Je veux dire, un grain de blé a peut-être moins de questionnement que l'on aura un chat ou un chien qui vit avec nous, qui fait partie justement de notre foyer.
Et c'est ça aussi, la communauté va parler par rapport à ça. C'est tout à fait ce que j'ai voulu dire, effectivement, cette intégration, effectivement, de l'animal qui lui-même se ressent apparemment comme un membre de la famille, avec une affiliation puissante. Mais en même temps, le seuil du symbolique me semble être vraiment humain. Le seuil de symbolique entendu comme structuration par le symbolique, et non pas utilisation simplement instrumentale du langage. Oui, parce que quand vous posez, enfin c'est ce à quoi j'ai fait allusion très brièvement, très fugacement à un moment, le contenu des discussions avec les grands singes, les primates qui accèdent donc à une possibilité de communication. Donc de communication de certaines idées. Voilà, on n'est plus dans l'ordre seulement du signal, il y a quand même, mais donc il y a toujours cette utilisation du langage comme outil pour satisfaire des besoins qui peuvent être affectifs, bien entendu, le besoin c'est pas seulement manger, boire, mais on adore les câlins, donc ça c'est sûr, mais il n'y a pas cette ouverture de l'interrogation qu'on peut rencontrer chez un enfant humain, je veux dire, qui à 5 ans peut poser des questions qui sont déjà d'ordre métaphysique. Il n'y a pas est-ce qu'il y a un grand chimpanzé qui a créé le monde? Il n'y a pas ça. Ou alors je ne suis pas informé, bien sûr, de tous les dialogues qu'il peut y avoir, mais attesté par un expérimentateur scientifique, il n'y a pas ça. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Or, ça change énormément de choses. Ça, cette utilisation interrogative du langage. C'est comme ça que commence la métaphysique, la religion, etc. Et même la morale. Bonsoir. Je voudrais raconter une anecdote très rapidement. Je suis sur un sentier, arrive un chien en face de moi, il s'arrête, il aboie, je m'arrête. Le propriétaire du chien arrive, alors tout de suite, c'est votre faute, vous n'avez pas à vous arrêter, etc. C'est un chien gentil, etc. C'est un chien de belle taille quand même. Je ne risque pas quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit sympathique d'avoir des crocs plantés dans le mollet. C'est tout, je rationalise là. Alors il me dit ça, et moi je dis, mais tenez-le en laisse. Et alors là, le truc qui les bras m'en tombent quand on dit ça, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on vous tienne en laisse? Alors, vous voyez, c'est l'anecdote réelle. Oui, je sais bien qu'il ne... c'est pas qu'il exprime sa préférence entre son chien et moi, c'est que, je vais vous dire quand même, cette personne, elle est très semblable à moi. Même âge, même forme physique, même origine, etc. Et j'ai plutôt l'impression que ce qu'il n'aime pas, c'est quelqu'un, c'est son image qu'il n'aime pas et qu'il déteste. Mais alors, ma réaction maintenant, après j'y ai repensé, et je me dis, mais je ne peux pas faire société avec un type comme ça. Voilà, donc, bon, maintenant, ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas des cultures où, je ne sais pas, dans certaines zones géographiques, les gens, quand ils ne sont pas trop différents les uns des autres, ont un certain rapport avec les animaux. Moi, j'aime bien voir des biches, des cerfs, des gros animaux comme ça, surtout les mammifères, les chimpanzés, tout ça, ça me fait plaisir. Je ne vous dirai pas la même chose dans 7 ans. C'est dommage. Non, c'est dommage. Oui, mais il y a une diabolisation des serpents qui peuvent être transmises, oui, etc. Bien sûr. J'ai visité des zones géographiques où les gens ne voyaient pas les choses comme moi du point de vue des animaux. Voilà. Je n'ai rien à dire et pas de commentaire ni moral là-dessus. Voilà. Merci. Oui, alors ça c'est le visage de l'animaliste justement agressif, anti-humaniste précisément, et réduit de cervelle quand même, et donc ça c'est, voilà, et qui dessert la cause qu'il croit servir par ce genre de... Voilà, donc là on tombe dans le soupçon que j'ai mentionné, que en fait c'est une misanthropie
qui serait là le moteur, ce que je crois tout à fait possible pour certains cas en tout cas, de l'animalisme. De la même manière que, je ne sais pas, un motard peut être agressif et la moto, ça peut être une utilisation aussi d'agression. Enfin, on peut prendre ce qu'on veut, quoi. Et donc là, il y a une base idéologique qui semble de légitimité forte, tandis que sur la moto, on a moins, évidemment. Donc, puisque ça serait la remise en cause, une sorte de privilège indu que se donne l'espèce humaine, etc. Donc, ça donne une possibilité d'agression, hein, en quelque sorte, pour certains humains, et ça c'est très humain, justement, très fort. Et le coup du chien qui est gentil, il peut être très bien gentil avec son maître et pas avec l'autre. Ça, c'est une prothèse de cervelle, éthologiquement, c'est quand même incroyable, mais ça, c'est de la mauvaise foi en même temps, quoi. Voilà, parce que, voilà, et le chien obéit à des signaux, hein. Donc, bien sûr, c'est un animal. Et on sait bien, par exemple, que beaucoup de gens croient que quand le chien, après avoir mordu un enfant, par exemple, ça ne va pas trop fort, parce que il met sa patte comme ça sur l'enfant, on dit « Ah, il demande pardon ». Mais non, c'est un geste, c'est une signification de domination chez le chien. Ça veut dire c'est moi le plus costaud, c'est moi le maître, au contraire. Et j'ai participé donc, à un colloque de l'association de thérapie familiale, de psychothérapie familiale une fois. Donc, je faisais une communication, on présentait ça de manière générale, l'animal familier, etc., dans le divan familial. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue. Et donc, après, il y a eu des exposés sur des cas incroyables d'aliénation humaine par l'animal domestique. Le chien roi, qui s'installe sur le divan et qui mord tous ceux qui veulent s'y installer, tout le canapé pour lui. Et donc, les parents, les enfants qui sont obligés de composer, parce que le chien, c'est le vrai maître de la maison. Donc évidemment que c'est débile et que c'est dément aussi. Et là, il y a une sorte de haine de soi qui opère en fait. Voilà, l'humain ne peut plus supporter son propre reflet. Bon, ce qui est évidemment voilà, terrible. Donc les autres aspects, c'est dommage parce que toutes les vies animales, toutes les formes animales sont intéressantes et les serpents, en France, hein, parce que si c'était le Kenya, ça serait autre chose. Hein, mais en France, il n'y a pas de serpents vraiment dangereux. Il y a des vipères, bien sûr, dont l'aspic est connu, la vipère Bérus. Donc, étant la vipère nordique, il y a une vipère nordique, hein, c'est la vipère Bérus. Mais ce ne sont pas des morsures, sauf si on a des problèmes cardiaques, si on est enfant, si on est particulièrement mal. Autrement, on n'en meurt pas. En fait. L'aspic de Cléopâtre, c'était certainement un cobra. Hein. Ce n'est pas une vipère aspic. Oui, bonsoir. Voilà, vous avez présenté tout à l'heure, en tout début de votre intervention, donc le fait que vous avez été en tant que stagiaire dans un milieu en psychiatrie. Oui, auxiliaire, j'étais même pas stagiaire, auxiliaire. Oui, voilà, on sait les difficultés de la mise en relation avec ces personnes en situation de handicap lourd, par bien sûr des médiateurs que l'on peut éventuellement utiliser, mais aussi beaucoup dans une relation de confiance et d'empathie. Est-ce que vous vous êtes servi donc de ces expériences pour donc nous parler ce soir de notre intervention? Ah oui. Ah ben oui, quand je parle de la maladie mentale, terme d'ailleurs que j'aime pas trop, maladie mentale. Bien sûr, c'est aussi sur le fond de ces expériences. Et donc, à l'époque, on ne s'embarrassait pas, il n'y avait pas la police du langage qu'il y a maintenant. Et donc, c'était un très vieil hôpital où j'étais. C'était où? Chalon-sur-Marne. Ça s'appelait Chalon-sur-Marne. Qui s'est m'a posé la question? C'est vous-même, d'accord, pardon. J'ai un petit lumière un peu. Oui, mais non, Chalon-Champagne, on peut trouver son nom. Donc, c'était un vieil hôpital qui fonctionnait, moderne quand même, bien sûr, mais il fonctionnait avec des camisoles de force, hein, par exemple, hein, encore, des choses comme ça. Et donc, on ne s'embarrassait pas des mots, donc j'ai fait tous les pavillons à ma demande, hein, plusieurs étés de suite, hein, donc j'étais un peu habitué, hein, au bout d'un certain temps, et j'étais plusieurs fois dans le pavillon qu'on appelait gentiment à l'époque le pavillon des débiles profonds. Le pavillon des débiles profonds. C'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais c'était quand même assez terrible, surtout quand on est très jeune, hein, parce que j'avais 18 ans déjà. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'était le pavillon qu'on appelait celui des enfants fous. Alors là, ça c'est quelque chose. Et bon, le pavillon des débiles profonds, donc, il y avait des gens qui étaient vraiment, alors là, vraiment atteints, très très sérieusement, dont un adolescent, 18 ans, lui aussi, et qui se balançait toujours comme ça. Ah,
ah, ça, avec une sorte de sourire. Ah, et c'est tout ce qu'il faisait, hein. Et c'est tout ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il avait accès au symbolique, ça. Et avec lui, j'ai engagé une relation avec le ballon. Je me suis dit, j'ai fait comme ça, autant lui mettre un ballon dans les mains. Et il lançait le ballon. Et moi j'étais en face, et je lançais le ballon. Et il adorait ça. Il était complètement fou de ça. Il attendait mon arrivée. Et comme malheureusement je ne restais qu'un mois chaque été, après je ne sais pas. Donc, mais il adorait ça. Et on a noué une sorte de relation comme ça. Et il était, voilà. Et donc, et certainement, il était à nouveau, je pense, infra-symbolique. Mais il y avait un lien fort, hein, qui s'est constitué. Un lien humain, justement. Voilà. Et un lien de confiance. Du rythme. Oui. Le rythme est une médecine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, le rythme, effectivement, oui, vous avez raison. Donc le rythme, là, avait un objet. C'était de prendre, arriver à attraper le ballon et il le renvoyait, comme ça. Et il y a l'effet miroir aussi. On se regarde aussi dans le regard de l'autre. L'action, Oui. elle est comme ça. Tout à fait, en face à face, comme ça. Et il se renvoie à lui-même aussi. Et peut-être que d'une certaine manière, il nous renvoie son humanité Tout à fait. à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et ce type de lien, je veux dire, parce que moi j'aime beaucoup les animaux, encore une fois, donc, mais ce type de lien, je n'ai jamais éprouvé avec un animal. Jamais. Un lien fort, mais pas le même. Pas le même. J'ai une question concernant un peu, comme tu peux t'imaginer, sur l'histoire des idées. C'est-à-dire la question, tout d'abord, des liens entre le diable et l'animal, et quand ça change, comment ça change. C'est-à-dire, si je me souviens au procès qui était, par exemple, fait à un sanglier en Lorraine, on lui condamnait, c'était pas uniquement on lui a pendu, il a vraiment fait un procès, il y a plusieurs procès qui arrivent tout au long du XVIe et XVIIe siècle, avec condamnation, etc. La question que je me pose, c'est avec les Lumières que ça change et qu'on donne la raison aux hommes et on la quitte aux animaux en quelque sorte, et donc c'est dû au fait que le diable est moins présent et donc il n'y a plus la possibilité que l'animal soit possédé par le diable. C'est ça ou il y a quelque chose d'autre derrière qui peut expliquer que cette relation change? Merci. Okay. Merci Ludolphe, c'est un collègue de l'UPGV, donc il y en a quelques-uns ici ce soir. Donc merci pour cette question, c'est évidemment très très intéressant. Hein. Alors on ne peut pas en deux coups de cuillère à peau répondre comme ça non plus, mais il y a une diabolisation de l'animal qui s'effectue au fur et à mesure, donc, et qui va s'accentuer à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et cette diabolisation n'a pas lieu aussi fortement avant. Hein. Alors il y a quelques petites choses, hein. Par exemple, dans la Bible, par exemple, il y a Jésus qui chasse le diable du corps des pourceaux, par exemple. Il y a quelques incises comme ça. Mais le Moyen-Âge ne va pas fortement les associer. Il y a même des animaux dans les processions. Et il va y avoir une sorte de diabolisation, par exemple dans la peinture, c'est visible, hein, dans la peinture flamande, par exemple avec Bosch, par exemple, hein, Bruegel après. Donc il y a une diabolisation après, et le mâle devient, donc prend les traits des traits animaux, et les hommes qui sont atteints par le démon prennent des formes animales, etc. Donc il y a une diabolisation qui s'accentue, qui vraiment se produit donc à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et après, il y a un mouvement de rationalisation très très fort, dans l'Église aussi hein, d'ailleurs, hein, mais ça c'est pas parce qu'il est diabolique l'animal, mais c'est parce qu'il n'a rien à faire dans les processions. Au XVIIe siècle, il y a un historien, comment il s'appelle déjà, qui a étudié ça, l'Église Éric Baraté, l'Église de l'animal, et qui montre que à Marseille, la procession de la Fête Dieu, donc, au XVIIe siècle, qui reportait toujours des animaux. Au XVIIe siècle, donc, l'Église intervient et dit ça suffit, c'est fini. Et ça met un petit peu de temps à s'appliquer, mais au XVIIIe, c'est absolument fini. Plus d'animaux parce que ce n'est pas leur place. Non pas qu'ils soient diaboliques en l'occurrence, mais ce n'est pas leur place. Donc il y a un mouvement de rationalisation et de recentrement, de re-anthropocentrisation donc, qui s'effectue effectivement au tournant des XVIIe et XVIIIe. Et évidemment, l'animal-machine de Descartes, qui a un statut plus d'hypothèse
que de doctrine d'ailleurs, montre bien ce clivage qui s'effectue donc entre l'animal et l'homme au sortir de la Renaissance, quoi, en gros. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question complètement? Enfin, voilà, il y a un autre truc là que j'ai oublié, mais bon. Pour rebondir là-dessus, Camille, pas donc, que ce soit seulement autre par collègue. l'effet de la rationalisation, c'est la question de la sensibilité finalement. À la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, chez quelqu'un comme Robert Schall par exemple, dans le voyage, l'histoire d'un voyage aux Indes orientales, et en particulier l'humanisation du singe. Oui, le rampant là, voilà, justement. C'est un sapajou, je crois. Ah bon. Enfin, peu importe. Mais une mère singe, et pour ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, une mère singe reçoit un coup de fusil de l'escouade qui se trouve avec Robert Schall. Voilà, le chasseur a tiré comme ça parce qu'il a vu un singe, il fallait amuser de tirer. Oui, il a tiré, c'est une femelle qui tombe, et elle tombe avec son petit. Toute l'histoire, qui est une page absolument magnifique, je trouve, est une illustration, me semble-t-il, du fait que la conscience de l'humanité par Robert Schall peut s'étendre aux singes parce que la femelle singe qui va mourir tend son petit à l'escouade pour que le petit soit sauvé puisqu'elle ne peut plus le sauver. Et donc, elle manifeste non pas une affiliation à l'humanité véritable, mais elle a droit au fond à une place spéciale dans l'animalité parce qu'elle est comparable par sa sensibilité à l'humanité. Et je crois que c'est pas par plus de raisons ou moins de raisons, mais c'est la question de la sensibilité à ce moment-là qui est déterminante pour pas seulement qualifier ce qui est humain, mais ce que l'humain doit faire sortir de la bestialité à l'intérieur de l'animalité. Oui, effectivement. Mais ça, c'est l'autre aspect de la question, enfin de la réponse. Effectivement, c'est la prise en considération de la sensibilité qui, au XVIIIe siècle, va motiver donc, le souci éthique vis-à-vis de l'animal. Et donc, mais la diabolisation est refermée et la rationalité revient quand même à l'homme. Mais effectivement, c'est sur cette base de la sensibilité retrouvée, qui est une base alors éthique autonome, à la différence des éthiques antiques, qui plus ou moins renvoyaient soit à une religion, auquel cas avec la métempsychose, également dans les religions orientales, qui fait que l'on s'intéressait à l'animal et qu'on en prenait soin parce que peut-être c'était une âme humaine au fond, qui nous regardait à travers les yeux de la vache, etc. Ou bien parce que ça rentrait dans un ordre cosmique gardé par les dieux, comme par exemple l'épisode des vaches du soleil dans l'Odyssée d'Homère, où Ulysse va déplorer, enfin ne va pas pouvoir empêcher ses compagnons de sacrifier des vaches qui sont protégées donc par les dieux, et ce qui va amener après de catastrophes. Oui, alors merci, ça soulève une quantité de questions et de réflexions. Je vais juste prendre un point, parce que je vais dire beaucoup de choses, mais c'est la question entre l'animal et l'homme, c'est la question, par exemple, des hominines ou hominidés, certains disent là. Ce que l'on a trouvé sur le site, alors je crois que c'est de la Messie, c'est en Géorgie. C'est un site qui a été, donc les restes qui ont été trouvés sont datés de peut-être au moins 1,8 million. C'est très très ancien. Ce sont des êtres avec un petit cerveau, 600 ou 700 cm3, c'est pas énorme. On a trouvé, je crois, 5 ou 6 crânes avec les mandibules. Et sur l'un de ces crânes, il y a une mandibule où il ne reste plus aucune dent. Mais on a la certitude qu'après la chute des dents, il y a une cicatrisation. Et donc l'être a survécu. Ce qui veut dire, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on les classe chez les hommes. Ce sont peut-être des homo habilis, on n'en est pas certain, c'est une discussion. Mais c'est que ce groupe a fait preuve de solidarité, puisque c'était une personne qui était, pour le groupe, âgée, infirme, qu'elle a été nourrie, qu'elle a été soignée,
que le groupe s'est occupé d'elle alors qu'il n'y avait aucune utilité, pour reprendre l'argument des utilitaristes, elle a bien dit. Et actuellement, quand on écoute les paléoanthropologues, c'est le critère sur lequel ils se fondent pour classer homme ou pas homme, c'est solidarité de groupe ou pas. Je disais à des amis l'autre jour, je crois qu'il n'y a que l'être humain qui mange en collectivité. Alors, la prise en charge de tout un groupe, effectivement, c'est, je pense, humain aussi. Il peut y avoir par contre des observations de gestes empathiques, de solidarité, si on peut employer ce terme, entre animaux, par exemple entre grands singes, mais pas seulement d'ailleurs. Mais effectivement, la prise en charge continue par tout un groupe, là, ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est franchi. Oui, c'est Homo habilis, donc, parce que c'est à peu près, effectivement, la période. Oui, c'est probablement, bon, c'est en discussion, quand on écoute les conférences des paléoanthropologues, on écoute Jean-Jacques Dublin, par exemple, il dit que c'est encore en discussion, mais probablement. D'accord, enfin, on n'est plus chez les australopithèques, on est bien... mais peut-être quand même, enfin, justement, c'est une question, c'est une des questions, ce qui est en discussion. Australopithèques, Homo habilis, entre les deux, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un groupe qui a pris en charge quelqu'un qui n'était plus utile. D'accord. Alors, oui, il y a quand même en germe cela chez certaines espèces animales. Il y a quand même un germe d'empathie, de solidarité, de secours mutuel qui existe aussi chez l'animal. Maintenant, effectivement, tout un groupe, ça peut être... Oui, moi je pense qu'on va m'entendre en général. En fait, merci beaucoup d'abord de votre exposé, ensuite aussi des questions. Et en fait, peut-être que la distinction à laquelle on pense là, c'est sur la distinction entre les humains et les animaux. On a envisagé le rire, on a envisagé plein de choses. Et j'ai un ami qui souligne, mais il n'est pas le seul, bien sûr, qu'en fait, il y a un truc qui est bien connu, c'est la néothénie. Le fait que chez l'espèce humaine, le petit reste extrêmement fragile, pas du tout autonome, pendant très longtemps. Et ça, c'est peut-être juste la trace de ce souci de l'autre, des fragiles. Oui. Et du coup, peut-être qu'il y aurait quand même une différence entre... Oui, la néothénie. Il y a d'autres animaux néothéniques, mais c'est des néothénies biologiques, comme les axolotes, par exemple. Là, c'est une néothénie comportementale. Oui. Effectivement. Non, non, bien sûr. Et je voudrais retenir, en fait, de votre exposé. Alors, je sais, c'est toujours hyper réducteur, je sais que ça va me sembler... j'ai énormément apprécié le fait que l'individu en fait ne soit pas seul parce qu'il existe aussi, vous l'avez dit, la parentèle et plein de choses, et en fait aussi l'aspect du groupe, voire l'aspect d'espèce. Oui. Alors, je voudrais un tout petit peu questionner, je ne sais pas si, vous connaissez peut-être un peu en biologie, le concept d'espèce en fait est très fumeux. Je sais. Très fumeux. Je sais. Je ne dis pas qu'il faut y renoncer, le concept de nature aussi est très fumeux, et pourtant, si on y renonce, on va faire le jeu des étonnants à la main. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et un tout petit truc encore, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'autonomie chez Vincent Lambert, je pense que chez beaucoup d'enfants de moins de 3 mois, il n'y en a pas plus. Oui. On en fait quoi? Oui, mais comme je l'ai dit, l'argument d'irréversibilité, ici, ne peut pas jouer. Puisque c'est, à moins d'être arrivé au piquet de l'instant, comme disait Nietzsche. Donc il y a la perspective, il faut voir l'homme dans l'enfant, en l'occurrence. Donc là, l'argument de Tom Regan. Oui. Et la lutte de handicapés avant Vincent Lambert. Oui, peut-être me permettre une dernière remarque. D'avoir accédé à la symbolique qui savent exprimer des désirs. Absolument. Peut-être permettre une dernière remarque, parce que bientôt il va être l'heure, il faut absolument quitter à 20h30. Bien, tu vas essayer de déterminer effectivement ce qu'on peut appeler les traits spécifiques de l'homme, dont on peut, l'humanité, dont on peut effectivement dire qu'il serait spéciste. Oui, enfin, sauf que c'est une espèce bien particulière. Oui. Parce que c'est... Non, mais c'est pas là-dessus que je voudrais insister, parce que quand tu as parlé notamment de la filiation et du rapport au corps, automatiquement, j'ai pensé à autre chose, j'ai pensé à ce qu'on appelle la déshumanisation, effectivement. Notamment quand tu as parlé de la filiation. Je me rappelle, j'ai appris que l'esclave, quand on prenait un homme esclave, automatiquement on le désaffiliait. Il perdait son nom, il prenait le nom de son maître, etc. Et il y avait donc la filiation. De même,
De même, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au sort des déportés, hein, qui effectivement leur mettait un numéro. Et quand tu parles effectivement de cette déshumanisation, et quand tu parles aussi du rapport au corps, on sait très bien que même le fait d'être dans un four crématoire, le fait de ne pas avoir la possibilité d'enterrer, d'avoir un enterrement. Il y a tout un film qui joue là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle, ce film Saoul, où c'est dans un camp de concentration, il y a un déporté qui cherche absolument à protéger un jeune enfant qui est mort pour l'enterrer parce qu'il veut lui donner les derniers signes d'humanité, d'humanisation. Il y a effectivement la filiation, de même que le rapport au corps. Au départ, ça peut paraître un peu, disons, pas immédiatement compréhensible, mais quand on pense à la déshumanisation, on voit effectivement que cela paraît effectivement comme des traits peut-être essentiels. Ça m'a fait penser à cela. Ou est-ce qu'il y a peut-être une dernière question que le superviseur prend la parole? Oui, alors très très vite, hein, une question, parce qu'on n'a que 2 minutes. C'est à propos de ce chimpanzé qui disait sale chat, quelque chose comme ça. Oui, alors je ne suis plus sûr, je crois que c'est Sarah, mais là on a dit Wachou, alors peut-être que les deux. Il y a un gros article dans la recherche. Je voulais dire, j'ai pensé, quand vous avez dit ça, par chat à la panthère, parce que la panthère est le carnivore qui va, c'est le prédateur par excellence des babouins, des chimpanzés, de tous ces animaux. Et je me suis dit, mais là, il y a peut-être un lien. Et alors, ça c'est très difficile à prouver, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un lien génétiquement passé de génération en génération. Et là, je ne ferai pas ce saut-là. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, alors là, bon, ça remue des vieilles lunes, ça, hein, parce qu'il y a eu des expérimentations, effectivement, avec les serpents précisément, et qui semblaient manifester qu'il y avait quand même une sorte de forme, voilà, qui, même pour des individus qui n'auraient jamais vu de serpent, et et donc, mais moi, je ne peux pas en dire davantage parce que là vraiment c'est un champ de spécialité qui devient trop extérieur à ma compétence. Mais voilà, et le scorpion aussi, avec la forme du scorpion aussi. Donc des mammifères, des jeunes mammifères qui n'avaient jamais vu ni de scorpion ni de serpent, réagissaient de façon répulsive immédiate dès qu'il y avait cette forme de leur présence. Je suis obligé d'interrompre, de quitter à 20h30. Je vous remercie de votre écoute et bien sûr, nous tenons à remercier Jean-Luc Guichet. Si vous souhaitez avoir la prochaine conférence de Philo, c'est cette semaine, vous pouvez prendre le programme qui est ici, le programme.